Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de lancer cet atelier, ce colloque consacré à la réforme de la protection sociale complémentaire, une réforme du Big Bang au succès. Point d'interrogation. Quels impacts pour les agents, quels impacts pour les organisations, quelles opportunités pour l'ensemble de la fonction publique. C'est un atelier que vous propose la MFP Mutualité Fonction Publique en partenariat avec Acteurs Publics Solutions. Le programme est riche, très riche. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h15, 18h30 environ. Vous avez la possibilité d'interagir, de poser vos questions, de témoigner. Ce sont les onglets chat, les onglets questions à la droite de vos tablettes, à la droite de vos ordinateurs. Vous êtes extrêmement nombreux et je vous en remercie. Environ 1000 personnes inscrites cet après-midi. Bonjour Serge Brichet. Bonjour Sylvain Henry. Président de la MFP. On s'était vu il y a 2 ans pour un premier colloque sur ces enjeux de protection sociale complémentaire. On était au début, en amont de la réforme. Pourquoi était-il important d'organiser aujourd'hui ensemble ce colloque ? Écoutez, 2 ans après ce colloque, les choses ont évolué, ont bougé. Même si la gestation a été longue, aujourd'hui on s'aperçoit que la réforme est carrément instruite dans la fonction publique d'État. Toujours en faible gestation dans la fonction publique hospitalière, alors même que pour la fonction publique territoriale, on est encore en construction. Donc d'ores et déjà, dans ce contexte, il y a un certain nombre de constats que nous pouvons poser, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Quand je dis on, c'est évidemment le mouvement mutualiste, la MFP comme la FNMF, qui est aussi en partenariat avec nous sur ce colloque. Et puis déjà des premières questions, des inquiétudes aussi par rapport à un certain nombre de dispositions ou d'absence de dispositions. Ces inquiétudes et ces interrogations se révèlent. Et puis aussi des attentes qui se précisent de notre part. Tout ça forge des appréciations diverses que nous allons examiner cet après-midi. Et puis un deuxième point, peut-être on va faire aussi un pas de côté cet après-midi, c'est que bien si les agents publics sont un public à part entière, ils ne sont pas entièrement à part. Et la protection sociale complémentaire des agents publics ne nous empêche pas de nous interroger sur la protection sociale complémentaire au sens large, à la dimension du mouvement mutualiste. Et peut-être qu'il sera intéressant de voir qui a inspiré l'autre. Est-ce que c'est la réforme de l'ANI qui a inspiré la réforme de la fonction publique, ou alors est-ce que la réforme de la fonction publique pour les agents publics peut-elle être inspirante pour les salariés de droit privé, notamment sur le domaine de la prévoyance ? Absolument, on va se poser cette question, on va tenter d'y répondre. Serge Brichet, quels sont, pour celles et ceux qui nous regardent, quels sont les enjeux aujourd'hui ? C'est un colloque très pédagogique. Quelles sont les opportunités et aussi et surtout les points de vigilance ? Écoutez, opportunité, point de vigilance, j'allais dire les enjeux sont importants. On voit bien que le titre d'ailleurs est évocateur, du Big Bang au succès, point d'exclamation et d'interrogation. Je pense qu'il faut le préciser. Alors soyons objectifs. Il y a des avancées réelles par rapport à cette réforme, ou ces réformes selon les versants, que ce soit la participation obligatoire de l'employeur, que ce soit l'amélioration significative de la prévoyance statutaire, en tout cas dans le versant État et dans le versant territorial. Cependant, une chose est certaine, nous sommes là face à des dispositifs qui emportent de véritables changements dans l'organisation de la protection sociale complémentaire des agents publics. D'abord par rapport au caractère obligatoire des contrats, même s'il y a des exceptions, notamment dans la fonction publique territoriale, par rapport aussi à, j'allais dire, la nature des appels d'offres et les caractéristiques des futurs appels d'offres, et puis aussi peut-être par rapport à la faiblesse de notre point de vue sur la mutualisation des populations actifs retraités ou la mutualisation des risques entre santé-prévoyance, entre couplage ou articulation de ces risques-là. Et puis derrière tout ça, et nous l'avons rapidement identifié avec Éric Chenu lorsque nous avons proposé de travailler avec vous, le président de la FNMF, eh bien, c'est que derrière tous ces enjeux, il y a une véritable question qui se pose. Est-ce qu'au final, ces dispositifs, cette réforme va véritablement améliorer la protection sociale des agents publics, la protection sociale complémentaire? C'est une question qui me paraît légitime, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un existant par rapport à cette protection sociale, des protections sociales portées de nature complète, avec de vrais mécanismes de solidarité. Et j'allais dire que nous allons regarder attentivement, vous l'évoquiez, eh bien, nous allons mettre cette réforme à l'épreuve des faits. Et nous allons mettre cette réforme à l'épreuve des effets véritables pour voir véritablement si on est sur une véritable amélioration. Une réforme à l'épreuve des faits, à l'épreuve des effets. Vous mentionniez Éric Chenu qui interviendra tout à l'heure, le président de la Fédération nationale de la mutualité française. On est très heureux de l'avoir en grand témoin. Il viendra conclure
nos travaux, Serge Brichet, il était important de donner la parole au versant État, au versant fonction publique territoriale, au versant hospitalier. Ils vont témoigner, des décideurs, des managers, des intervenants vont témoigner cet après-midi avec une réforme aux effets différenciés. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux dans les trois versants. Tout à fait. Je crois qu'il était, Sylvain, fondamental de donner la parole, j'allais dire, à tous les acteurs concernés par cette réforme, parce que j'ai évoqué ce grand changement que constitue la réforme de la PSC des agents publics. C'est un changement de paradigme qui va concerner tout le monde. D'abord, les pouvoirs publics et les employeurs publics, parce qu'ils seront face à de nouvelles responsabilités, certes dans la définition des contenus des cahiers des charges, mais aussi les enjeux financiers et les aspects gestionnaires. D'ailleurs, nous avons eu préalablement, durant ces 2 dernières années, beaucoup d'échanges avec les pouvoirs publics et notamment les parlementaires, dont certains ont été très sensibilisés aux problématiques de la fonction publique, des 3 versants de la fonction publique. Changement de paradigme aussi pour les opérateurs. Je pense que certains vont en témoigner parce que c'est peut-être aussi c'est les modèles d'entreprendre ou d'entreprise qui doivent être interrogés, notamment au gré des alliances que l'on constate dans notre environnement. Changement de paradigme aussi pour les partenaires sociaux, il y en a dans cette salle et je les en remercie, qui vont avoir un rôle déterminant dans le suivi, dans la négociation encore en cours sur certains versants et dans le suivi de cette réforme. Et je voudrais, moi, saluer aussi, je peux me permettre de le faire au niveau des fédérations syndicales de fonctionnaires, le travail remarquable qu'ils ont accompli dans les négociations et l'engagement qu'ils ont mis pour obtenir le meilleur dispositif, en tout cas pour les agents publics. Et puis c'est aussi peut-être un changement de paradigme pour les agents eux-mêmes. Alors ils ne sont pas directement présents, mais je pense qu'ils sont très nombreux derrière les écrans. Ils pourront témoigner avec le chat, mais vous y reviendrez. Et parce que c'est le contenu, les modalités et la continuité aussi de leur couverture qui peut être interrogée. Donc toutes ces raisons font qu'il nous fallait tous ces acteurs pour envisager et aborder tous ces sujets. Signe de l'intérêt de ces enjeux, beaucoup de questions qui commencent à arriver dans le chat. Je vais essayer de les relayer au fur et à mesure de nos échanges. On va essayer aussi d'y répondre avec vos équipes, Serge Brichet, d'y répondre en direct dans le chat, dans les questions. Donc allez-y, posez vos questions. Vous restez avec moi, Serge, et vous restez avec moi tout au long de nos échanges. On a proposé au ministre Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, d'intervenir. Il souhaitait être avec nous cet après-midi. Il a un agenda assez chargé. Il a tenu à marquer sa présence, son engagement sur ces problématiques. Écoutez ce qu'il nous disait dans le cadre d'une vidéo que nous avons enregistrée en amont de ce colloque. On écoute le ministre. Bonjour à tous, je suis content de pouvoir vous dire quelques mots en ouverture de ce colloque, y compris par écran interposé. Colloque qui est organisé par acteurs publics. Je veux vous remercier aujourd'hui parce que vous l'avez fait sur un thème qui m'est cher, qui est un thème essentiel, qui concerne la santé des agents publics, c'est celui de la protection sociale complémentaire. Alors, quelques mots pour revenir peut-être sur les avancées qui ont été engrangées ces derniers mois et années et qui permettent de mesurer tout le chemin parcouru d'ampleur sur le champ de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Ce nouvel accord que nous avons signé pour l'État avec les organisations syndicales, les employeurs publics, c'était le 20 octobre dernier, il permet de beaucoup mieux protéger les agents publics et leurs familles contre les risques les plus lourds, ceux qui touchent à l'incapacité de travail, aux maladies longues, à l'invalidité ou encore au décès des agents publics. Je le dis très clairement, je suis convaincu que c'est une des plus grandes avancées qui a été permise par le dialogue social dans ces dernières décennies dans la fonction publique. Et je veux insister sur le fait que cet accord, c'est la négociation sociale qui l'a rendu possible. Et je crois que c'est un succès en réalité collectif qui donne toute la valeur à la négociation dans la fonction publique. Cette réforme, elle permet un progrès social majeur pour pouvoir tout simplement mieux protéger les agents publics contre les grands risques et tenir compte des fragilités qui se déploient aujourd'hui. Il faut le dire aussi clairement, on part d'une situation où on devait corriger une injustice par rapport au secteur privé. Parce que contrairement à des idées reçues, celles qu'on entend parfois, les agents publics ne sont pas protégés quoi qu'il advienne. Je rappelle que pour l'État, il y avait environ 1 million d'agents publics qui n'étaient pas couverts par une prévoyance aujourd'hui. Et leur situation est bien plus fragile que celle de salariés du privé, justement pour les risques lourds, ceux qui sont
sur les sujets les plus graves de la santé ou du décès. Et justement, cet accord, il protège face aux grands risques de la vie. Alors, je ne serai pas exhaustif dans cette vidéo, mais si je devais en citer un, je prendrais le sujet qui est celui de l'invalidité, parce que je crois qu'il permet de mesurer la révolution aussi que nous établissons en matière de dispositifs de protection. La situation actuelle, c'est qu'un agent qui est déclaré invalide suite à un accident de la vie, il est radié de la fonction publique. Il est placé à la retraite d'office, quel que soit son âge et son niveau de carrière. Eh bien, désormais, grâce à l'accord que nous avons conclu, il pourra rester au sein de la fonction publique, ce qui permettra de faciliter son retour à l'emploi et ce qui permettra aussi de capitaliser des droits à la retraite. Ce sont des enjeux très concrets. Alors l'État prendra sa part dans le financement pour les agents publics, c'est 7 € par mois liés à ce contrat de prévoyance. C'est un effet redistributif important, puisqu'il permet de minorer la charge pour les agents, en particulier ceux qui sont les moins bien rémunérés. On ajoutera des garanties additionnelles, elles seront librement choisies par les agents, elles resteront à leur charge et les mutuelles ou les assureurs pourront présenter ces offres additionnelles dans leurs offres et dans le cadre de négociations qui seront menées par les administrations. Alors vous l'avez compris, j'ai déjà mentionné ce point, à côté des améliorations de garantie, l'autre axe très important de cet accord, c'est le fait de faciliter le maintien ou le retour à l'emploi. Et surtout, je dirais, le souci de développer une culture et des actions concrètes de prévention dans la fonction publique. Moi, je crois que le champ de la fonction publique, ça doit être un territoire de santé. Et je suis convaincu que les complémentaires, elles peuvent nous aider, elles peuvent aider les employeurs publics à déployer des politiques efficaces en matière de prévention. Cet accord, il est essentiel, j'ai détaillé quelques éléments pour l'État. Je resterai évidemment attentif à ce que l'ensemble des agents publics dans les 3 versants puissent bénéficier de l'amélioration de leurs garanties dans le cadre du dialogue social. Je veux mentionner que la fonction publique territoriale a abouti, c'était en juillet dernier, à un accord important, autonome de celui de la fonction publique d'État, et j'ai pris l'engagement de traduire dans les prochains mois, dans les textes réglementaires, les principales évolutions qui sont rendues possibles par cet accord. Les discussions s'engagent aussi dans la fonction publique hospitalière et je suis sûr qu'elles permettront d'atteindre le même objectif. Alors, je voudrais vous remercier pour conclure mon propos d'avoir créé ce cadre de discussion sur ce sujet dont vous comprenez qu'il est essentiel pour moi, mais qu'il est surtout essentiel pour les agents publics, pour pouvoir mieux les protéger. Je crois que c'est un enjeu fondamental. C'est au fond la première considération que nous devons donner aux agents publics. Et donc aujourd'hui, vous débattez d'un sujet essentiel. Il me reste donc à vous souhaiter de bons échanges, des échanges fructueux, un bel événement. Remercier encore une fois tous ceux qui l'ont rendu possible et vous dire à bientôt. Merci au ministre Stanislas Guerini, merci d'être intervenu dans le cadre de cet événement organisé, proposé par la Mutualité Fonction Publique. Merci au ministre Serge Brichet. Protéger les agents, un enjeu de négociation sociale, un succès collectif, beaucoup de messages portés par le ministre. Oui, d'abord, permettez-moi de remercier par votre intermédiaire le ministre d'avoir ouvert ce colloque, même si c'est que par vidéo interposée, mais on comprend les contraintes d'agenda. Pour nous, c'est important, c'est l'intérêt qu'il porte évidemment à ce dossier. Nous avons d'ailleurs pu le vérifier avec Éric Chenu, le président de la Mutualité, parce que nous l'avons rencontré plusieurs fois. Parce que même si nous ne sommes pas des négociateurs comme les fédérations syndicales, nous sommes aussi des interlocuteurs, je l'espère, un petit peu écoutés des pouvoirs publics. Alors, c'est assez logiquement que le ministre pointe les avancées de cette réforme. Je l'ai moi-même signalé tout à l'heure, enfin un certain nombre, même si de notre point de vue, il y a des manques. Il exprime une volonté, et j'ai noté ses propos, pouvoir mieux protéger les agents publics. Il est affirmatif sur ce point. Je serai peut-être jusqu'à la fin de ce colloque et peut-être dans les semaines qui viennent un peu moins affirmatif. On vérifiera. On vérifiera. Je crois que c'est notre rôle de mutuelle et de fédération mutualiste. Et puis, je le dis, je me permets de dire aussi que nous restons, Éric Chenu, le président de la fédération de la mutualité, et moi-même, disponibles vis-à-vis du ministre pour pouvoir continuer à faire progresser les autres versants de la fonction publique sur cette réforme importante de la protection sociale complémentaire des agents publics. Merci beaucoup, cher Serge Brichet. Vous restez avec moi. 2 séquences que nous vous proposons maintenant. D'abord, un regard croisé
volet État, fonction publique territoriale, État-territoire. La PSC, réforme de la protection sociale complémentaire, est-elle un accélérateur d'attractivité, d'engagement au profit des agents publics? On va donner la parole à 4 intervenants, alors en distanciel, parce qu'ils ont des agendas très chargés. Volet État, William Joss, qui est conseiller de la DRH et du secrétaire général au ministère des Solidarités et de la Santé, médecin coordonnateur national de prévention, et Mathias Savignac, le président de MGEN, pour un volet État, et 2 intervenants côté fonction publique territoriale. Didier B, président de la MNT, je crois. Vous êtes connecté. Nicolas Lonvin, directeur général des services du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Mais je vous salue d'abord pour lancer cette table ronde, ce regard croisé. Anne Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice, présidente d'Actuariel. Un mot sur votre structure et puis un mot plus large sur les enjeux, les opportunités de cette réforme importante. Écoutez, merci de votre invitation. J'ai été invitée en tant que chiffrière, c'est-à-dire que quand il y a une réforme, il faut mettre des chiffres en face, des coûts. Et on le sait, dans ce genre de négociation, c'est quand on annonce la réalité objective des chiffres que ça commence à se passer un petit peu moins bien. Voilà. Donc on est en charge, avec mes confrères et mes consoeurs, de mesurer les coûts de cette protection sociale complémentaire, qui est un avantage également pour les agents quand même. Et on va explorer cette réforme dans toutes ses dimensions, notamment chiffrées. Serge, vous restez évidemment avec moi. Je salue mes 2 invités en distanciel, s'ils sont là. Alors, on va démarrer plutôt par le côté territorial. Didier B, est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Président de la MNT? Vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous, et je vous entends parfaitement. Bon, ça fonctionne très bien. Nicolas Lonvin, bonjour. Bonjour, je vous entends aussi parfaitement. Bon, c'est parfait, Didier B. Démarrons avec vous. Ces dispositifs sont-ils pour vous un risque ou une opportunité? Quid des enjeux du côté de la territoriale pour vous? Il y a au moins un point sur lequel on sera raccord avec le propos introductif de Monsieur le ministre, c'est que effectivement, et d'ailleurs Serge Brichet il a dit lui-même dans son propos introductif, il faut être objectif, et je crois que les décrets qui se sont succédés, en particulier celui du 11 juillet, sont une étape historique pour les agents territoriaux qui vont bénéficier de ces participations obligatoires 10 ans après ce qui s'était passé avec l'ANI dans le privé. Donc une étape historique, mais aussi, comme il a été fort bien dit, une victoire pour le dialogue social. Pour autant, comme j'ai l'habitude souvent de le dire, et si je pouvais me permettre de le dire de vive voix à Monsieur le ministre, il ne faut pas en rester là. Nous sommes au milieu du gué et il faut encore et toujours améliorer cette première étape significative, en particulier sur un certain nombre de champs. D'abord sur le contenu des paniers. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans une société où on demande à la fois au public et au privé la performance, je ne peux imaginer qu'il y ait 2 sortes de salariés, des salariés du privé où la participation de l'employeur serait très importante, voire quelquefois en totalité, et des salariés du public pour lesquels il faudrait renégocier régulièrement parce que nous sommes sur des minima qui sont parfois insuffisants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr la MNT milite beaucoup aussi pour la solidarité intergénérationnelle, et nous y reviendrons tout à l'heure. C'est un point qu'il faut aussi améliorer, mais au-delà de la solidarité intergénérationnelle, avec une pyramide des âges qui est plutôt défavorable pour l'ensemble des mutuelles de la fonction publique, et au-delà de cette solidarité intergénérationnelle, il faut aussi améliorer le dispositif, en particulier pour les retraités qui non seulement sont confrontés à des revenus moindres que quand ils étaient en activité, mais pour lesquels aussi, très souvent, malheureusement, les cotisations, en particulier en matière de complémentaire santé, augmentent du fait de l'effet de l'âge. Et enfin, troisième point, c'est un point auquel j'étais particulièrement très attaché, parce que
j'ai cette possibilité d'être aussi maire d'une commune rurale, c'est de bien prendre conscience que cette dépense qui est souvent décrite comme étant une dépense supplémentaire pour les collectivités territoriales, donc pour les employeurs, eh bien, elle ne pourra pas être assumée de la même manière par tous les employeurs parce que les collectivités n'ont pas les mêmes richesses, n'ont pas les mêmes budgets. Et c'est la raison pour laquelle nous avions milité pour l'institution d'un fonds qui permettrait en particulier aux communes rurales que je connais bien, parce que je suis moi-même maire d'une commune d'un peu plus de 1000 habitants, d'instituer ce fonds. Et je voulais d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier Madame la sénatrice Françoise Gatel d'avoir, avec d'autres sénateurs et sénatrices, porté ce projet de loi qui me paraît important, enfin cet amendement, pardon, qui me paraît important pour que les collectivités les plus petites et les plus modestes puissent assumer cette responsabilité, cet engagement au profit des agents territoriaux. Salut la sénatrice, effectivement, qui est intervenue sur ce sujet. Merci beaucoup, Didier B, président de la MNT. Vous restez avec nous, mais je me tourne vers vous. Je me tourne vers vous en distanciel. Nicolas Lonvin, DGS du Centre de la gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Vous êtes vice-président de l'association des DRH des grandes collectivités. Quel est votre regard sur cette réforme? Quels apports pour les agents territoriaux et comment vous l'appréhendez en tant que DRH territorial? Merci déjà de m'avoir invité. Bon, c'est évidemment, mais je vais un peu paraphraser les précédentes interventions, c'est une véritable avancée parce qu'aujourd'hui, on a réellement une obligation qui va peser sur les employeurs territoriaux d'accompagner les agents en matière de santé et de prévoyance. Et c'était effectivement une vraie disparité avec le secteur public. Et il y a lieu aussi pour les employeurs publics d'accompagner leurs agents dans ces dispositifs de mutuelle et de prévoyance. On sait aussi qu'un certain nombre de nos collègues territoriaux avaient fait des arbitrages sur ces sujets au motif des prix, évidemment, et du coût de ces assurances en matière de santé et de prévoyance. Donc ces arbitrages-là, évidemment, avec un accompagnement supplémentaire de l'employeur, son coût va se réduire. Et donc on peut imaginer effectivement qu'un certain nombre des collègues territoriaux qui n'étaient pas couverts jusqu'à aujourd'hui se couvrent demain avec ces deux types d'assurances. Moi, ce que j'ai pu remarquer, pour prendre un exemple très concret au centre de gestion, on a un contrat de prévoyance de longue date, puisque c'est la 11e année qu'il y a un contrat de prévoyance en cours à l'échelle du Finistère, et on a revu notre manière d'accompagner les agents permanents du centre de gestion, pour le coup, et on a eu une augmentation de 30% des agents en 2023 qui ont pris la prévoyance et qui se sont couverts parce qu'on a amélioré l'accompagnement financier mensuel sur ce sujet. Donc on voit bien qu'il y a un arbitrage qui est fait par les collègues territoriaux en fonction de leur niveau de revenu et puis de leur priorité évidemment pour utiliser ces revenus en matière assurantielle. Or, on sait bien que notamment sur les sujets de prévoyance, on peut avoir des accidents de la vie qui vont très vite vers du demi-traitement, vers potentiellement de l'invalidité et évidemment insécurise et l'agent lui-même et évidemment la composition familiale. Donc pour ces aspects-là, je trouve que c'est vraiment un avantage et un apport quand même qui est important. Ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'il y a une vraie prise en compte désormais. Moi, ce que je remarque à l'échelle effectivement même des petites collectivités, puisque au centre de gestion, on travaille notamment majoritairement avec les collectivités de moins de 350 agents. On voit vraiment une prise de conscience des élus locaux sur ce sujet et notamment un accroissement de l'utilisation des contrats du centre de gestion et de l'accompagnement en matière de mutuelle et de prévoyance. Alors, avec ou sans nous, alors prioritairement avec nous, évidemment, puisque nous, désormais, on propose les deux contrats, prévoyance et mutuelle. Mais comme ça passe devant le comité social territorial, évidemment, on voit passer des dossiers, même si on n'utilise pas les services du centre de gestion. Et on voit que objectivement, depuis 6 mois maintenant, une accélération de l'accompagnement sur ces sujets, avec par contre, comme le disait Monsieur B, une variabilité dans l'accompagnement financier qui va globalement, je vais dire, de 5 € à la totalité de la prise en charge d'une prévoyance, par exemple. Donc là, on voit bien des grands
grands écarts constatés par les employeurs territoriaux en fonction évidemment de leurs enjeux divers et variés et d'accompagnement. Mais on voit qu'il y a évidemment de fait autant de dispositifs qu'il n'y a de collectivités dans nos territoires. Ce qu'on peut remarquer pour les plus grandes collectivités, quand même, pour parler évidemment de ce mandat que j'ai l'honneur d'avoir, beaucoup de grandes collectivités ont déjà fait des efforts sur ces sujets. Soit on fait elles-mêmes des contrats des fois groupés avec d'autres collectivités sur la prévoyance et sur la mutuelle. Et c'est quelque chose qui existe, je dirais, dans l'action sociale de ces grandes collectivités, mais là aussi qui s'accélère. C'est ce qu'on remarque, des évolutions sur ces sujets. Quand on regarde aujourd'hui les conditions de vie au travail des agents, on regarde le régime indemnitaire, mais on regarde aussi l'action sociale aujourd'hui. Et on voit des efforts sur ces sujets de PSC, comme on voit des efforts sur la prise en charge des transports, comme on voit des efforts sur les chèques déjeuner. Voilà, c'est un ensemble de dispositifs qui accélèrent. Merci beaucoup. Vous restez également avec nous, Nicolas Lonvin. Dans une petite dizaine de minutes, on fera un focus État. On donnera la parole à Mathias Savignac, KMGN et Williams Joss. On poursuit nos échanges. Vous êtes extrêmement nombreux à poser des questions. Je les relaye dans un instant et je vous donnerai la parole à Anne-Marion. On essaiera d'y répondre. Mais regardez cette petite capsule vidéo alors de Philippe Laurent, la capsule numéro 2, la régie numéro 2, focus sur la fonction publique territoriale. Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France, président du CSFPT, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il pose les enjeux pour les collectivités. La capsule numéro 2, la régie, si vous voulez bien. Dans la territoriale, évidemment, les choses sont différentes d'avec l'État. L'État est un employeur unique. Il a les négociations avec les représentants des agents de manière globale et il fixe ses propres textes et se les applique. Dans la territoriale, évidemment, la grande différence, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'employeurs différents, très différents les uns des autres, par leur taille, par leurs moyens, par leur conscience de la question posée. Et donc, un très, très gros travail, d'abord de pédagogie en direction de l'ensemble des employeurs territoriaux doit continuer à se faire. Et il se fait. Et puis, il y a aussi une tradition du dialogue social national qui n'est pas la même. Il y a un dialogue social local qui est très différent aussi par nature d'une collectivité à l'autre. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même histoire. Et puis au niveau national, eh bien, nous avons aussi progressé de manière intéressante avec la mise en place de la coordination des employeurs territoriaux qui a engagé des négociations directes avec les représentants des personnels et qui a abouti à cet accord qui a été signé en juillet 2023 et qu'il s'agit aujourd'hui de traduire en texte réglementaire pour que les obligations faites aux employeurs soient donc uniformes, s'appliquent de manière générale, comme ça se fait dans toute négociation sociale. Il y a d'abord un accord signé par les partenaires sociaux et ensuite une traduction réglementaire de cet accord. C'est la première fois que ça se produit dans la territoriale, c'est donc important. C'est aussi techniquement, il ne faut pas se le cacher, assez difficile parce que l'accord qui a été passé nécessite probablement des évolutions, pas seulement réglementaires, mais probablement sur certains points législatifs. Et nous sommes en train d'y travailler précisément avec la Direction générale des collectivités locales. Merci à Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du CSFPT, Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. On retrouvera quelques-unes de ces interventions un peu plus tard. Je vous redonne la parole dans un instant, Didier B et Nicolas Lonvin, mais à vous la parole, Anne-Marion, fondatrice, présidente d'Actuariel. Près de 1000 personnes inscrites, je le disais, et beaucoup de questions. J'en relaye quelques-unes. Guillaume Gonon, que je salue. Pourquoi une distorsion totale entre l'accord du 11 juillet 2023 qu'on évoquait pour la FPT et l'accord pour la FPE ? Alors effectivement, on était censé avoir des accords d'harmonisation. Alors déjà, on peut souligner une chose importante qui n'a pas été dite pour le moment, c'est que le public, avec ces accords, a largement dépassé le privé. Parce que le privé a fait un accord ANI en santé, mais on attend toujours la généralisation de la prévoyance sur le privé. Donc ça, c'est un premier point à soulever. Pourquoi les accords maintenant sont différents, FPT, FPE et aussi fonction publique hospitalière, où on est encore en attente, à mon avis, c'est pour des questions de financement. Donc les deux accords sont extrêmement différents, puisque dans la fonction publique d'État, on a choisi de renforcer le statut et de mettre une prévoyance facultative, mais
en contrepartie d'un renforcement majeur du statut en prévoyance et une couverture obligatoire en santé. Dans la fonction publique territoriale, la santé reste labellisée ou référencée, c'est-à-dire qu'elle reste collective, facultative, là où la prévoyance est obligatoire. Techniquement, c'est une meilleure solution, la deuxième. La difficulté, c'est que dans le cadre d'une prévoyance obligatoire, va se poser la question des reprises d'encours. Et le maire de Sceaux a raison, techniquement, ça va poser des questions financières, des questions de compréhension qui vont être très fortes. Quant à la fonction publique hospitalière, contrairement à l'État, on ne peut pas lever de l'impôt quand on a un hôpital. Donc, à mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais très probablement un frein doit exister avec les budgets à mettre en face de cette prévoyance obligatoire. Dernier point, il faut quand même rappeler à tout le monde que cette négociation est très favorable à tout le monde, y compris aux employeurs publics, puisque ça coûte 2 fois moins cher sur une feuille de paye de financer de la protection sociale que du salaire brut qui donne un salaire net qui permet de s'acheter une mutuelle. Une mutuelle cofinancée, c'est une augmentation du salaire net beaucoup moins coûteuse qu'une augmentation du traitement brut. Donc, je pense que c'est vraiment des accords gagnant-gagnant dans tous les aspects des débats. Merci beaucoup. Allez, une deuxième question pour vous. Continuez. Et encore une fois, si on ne parvient pas, et je pense que j'aurai quelques difficultés à relayer vos dizaines et vos dizaines de questions, on reviendra vers vous, la MFP reviendra vers vous de manière individuelle. Question de l'organisation solidaire, l'OS Solidaire. René Dassonville, je vous salue, monsieur. Dans quelle mesure les actifs et les retraités profiteront de la même façon de la réforme ? Eh bien non. Et puis renon et re-renon. Parce qu'un accord collectif obligatoire, c'est lié au travail. Donc, on va évidemment... si on prend l'exemple du privé, en tout cas, parce que ça va quand même ressembler de plus en plus au privé. Donc, mon expérience du privé me dit que quand on fait un contrat collectif obligatoire, on ne peut pas obliger les retraités à adhérer. Donc, la nature de l'adhésion est par nature différente. Et c'est sûr et certain qu'ils ne profiteront pas de la même manière de ces accords. C'est pour ça que très probablement, il y aura des discussions autour des solidarités intergénérationnelles pour organiser une compensation. Mais déjà, je pense qu'il y a une grosse déperdition avec ces accords. On en parle positivement, mais par exemple, il y a un tout petit détail dont on parle peu, c'est que la plupart des mutuelles de la fonction publique avaient mis de la dépendance en inclusion. Oui. Et pour répondre à des appels d'offres, quand on est dans des concurrences financières fortes, est-ce qu'on va pouvoir garder ces contrats dépendance qui étaient favorables aux retraités ? C'est des vraies questions ouvertes, ça. Une vraie question ouverte. Je vous sollicite dans un instant pour d'autres questions. Je reviens vers vous, Didier B., président de la MNT, sur cet enjeu, sur ces changements de ratio de solidarité intergénérationnelle en santé. Voilà un enjeu important, un enjeu extrêmement complexe, visiblement. Didier B., si vous êtes toujours avec nous. Oui, c'est un enjeu important parce que l'argument qui consisterait à dire que le ratio de 1 à 2 va faire baisser les cotisations des plus âgés, eh bien, il a son corollaire, c'est-à-dire que ça va contribuer à augmenter les cotisations des générations les plus jeunes. Et à un moment donné, on risque d'avoir un désengagement des plus jeunes sur un certain nombre d'assurances, que ce soit en santé ou dans les différentes options. Et cette solidarité va contribuer à faire collectivement à très court terme et sûrement à moyen terme à faire augmenter le montant des cotisations. Donc c'est la raison pour laquelle à la MNT, on continue à rester sur la ligne d'un ratio de 1 à 3 pour la bonne et simple raison que nous ne sommes pas convaincus à ce stade que ce sera profitable à l'ensemble de la démographie que représentent les fonctionnaires territoriaux. Je l'ai dit en propos introductif et je le rappelle et je le souligne, la pyramide des âges dans la fonction publique et en particulier dans la fonction publique territoriale où il y a énormément d'agents qui embrassent la carrière tardivement et en particulier sur les agents à temps non complet, cette pyramide est défavorable et donc il faut en tenir compte et donc maintenir de notre point de vue ce ratio de 1 à 3. Et c'est aussi la raison pour laquelle,
comme nous sommes toujours des gens qui essayons d'être constructifs, nous demandons, si toutefois ceci était confirmé, nous demandons une clause de revoyure pour pouvoir analyser au regard de ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup Nicolas Lonvin, directeur du Centre de gestion de la FPT du Finistère, sur ces enjeux de solidarité intergénérationnelle ou sur d'autres points d'alerte. Quels sont vos messages, quels points de vigilance selon vous, Nicolas Lonvin? Je rappelle que vous êtes vice-président de l'association des DRH des grandes collectivités. Alors, pour moi, les points de vigilance, c'est la montée aussi en compétence des collectivités et donc des employeurs sur ces questions de PSC, parce que ce n'est pas forcément des habitudes de travail qu'on avait, ce n'est pas notre champ de compétences ou notre champ d'intervention habituel. Et donc, vu l'accélération de ces sujets, je pense qu'il est important qu'on se documente, qu'on se forme, qu'on participe à ce type de webinaire pour effectivement bien comprendre les enjeux et comprendre des sujets assurantiels qui, encore une fois, c'est souvent des sujets qu'on n'a pas appréhendés forcément de manière très, très fine au fur et à mesure de nos parcours professionnels. Pour autant, il nous faut monter en compétence sur ces sujets, on doit lancer des marchés ou alors demander à travailler avec un tiers du type les centres de gestion, mais ce n'est pas une obligation, bien évidemment, quand on est dans une collectivité non affiliée. Donc, il y a là vraiment pour moi un enjeu de formation et d'accompagnement qui est extrêmement important. Peut-être la deuxième grande vigilance, c'est d'être bien accompagné, parce que quand on part de zéro pour créer un marché public en la matière, c'est vraiment pas évident. Et donc, il y a aujourd'hui sur le marché un certain nombre de prestataires qui peuvent accompagner les collectivités, des AMO, pour effectivement nous aider à bien comprendre les enjeux, à poser les bonnes questions et puis à analyser aussi la santé sur notre territoire. Je vais vous donner un exemple. Nous, on vient de lancer donc, notre marché en santé et ce qu'on a eu comme accès à des documents très, très fins par notre AMO, c'est que sur un certain nombre d'augmentation, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, quand les tarifs ne sont pas les mêmes. Oui. Comment on appelle ça? Bon, ça va revenir, oui. Ça va revenir aussi, bon, peu importe. Voilà. Et en fait, on a remarqué que dans le Finistère, c'était très peu le cas. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément très intéressant de se couvrir à 120% ou 140% ou 200% du remboursement de la sécurité sociale, parce que les soins en Finistère, en tout cas, font pas de dépassement d'honoraires. Chercher la terminologie. Et donc, c'est des choses qu'on peut, très objectivement, des choses auxquelles on n'aurait pas nous pensé spontanément. Et donc, c'est aussi bien de se faire accompagner. Dernier élément peut-être sur la précaution. Nous, on va également mettre en place et travailler avec un actuaire pour là aussi mieux comprendre comment se font les calculs, comment vit le contrat dans sa durée, parce que effectivement, on n'est pas spécialiste de ces sujets et aujourd'hui, effectivement, c'est bien d'être accompagné tant dans la rédaction du marché que dans son suivi. Et en tout cas, ça nous apporte un peu de confiance collective sur les réponses qui nous sont apportées. Donc, je dirais vraiment de bien se faire accompagner et puis d'échanger avec les autres collègues territoriaux qui ont déjà mis en place des marchés publics et qui ont une expérience, évidemment, de quelques années derrière eux sur ces sujets, avec la manière dont ont évolué les contrats aussi depuis quelques temps. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Puis dans quelques minutes, on bascule sur des enjeux FPE, mais toujours des questions extrêmement nombreuses. Une pour vous, Serge Brichet, président de la MFP. Merci encore, tout ça est passionnant et un intérêt très vif dans le chat. Continuez à poser vos questions. Monsieur Didier Gervais, que je salue. Pour les retraités qui ne vont pas bénéficier d'une aide de leur employeur, n'est-il pas possible d'envisager un crédit d'impôt pour réduire l'impact du montant des cotisations dans une période tendue au niveau du coût de la vie? Évidemment qu'il va falloir se préoccuper de la situation des retraités, qui ne seront peut-être pas les perdants totales de la réforme, mais en tout cas qui seront, de notre point de vue, en régression par rapport au dispositif dont ils pouvaient bénéficier aujourd'hui, par rapport au mécanisme de mutualisation. Et Mme Marion l'a déjà souligné. Le crédit d'impôt, c'est une solution, mais c'est une solution qui devrait, dans notre esprit, ne pas concerner que les retraités, qui devrait concerner dans l'absolu tous les citoyens,
peut-être en lieu et place des dispositifs d'accès à la complémentaire santé qui existent et qui devraient aussi concerner les personnes privées d'emploi, les étudiants qui n'ont pas aussi d'aide à l'accès à la complémentaire santé. Ce n'est pas la solution qui aujourd'hui est sur la place publique parce que je pense qu'elle emporte aussi des enjeux financiers colossaux, mais ça mériterait que cette piste soit explorée, en tout cas pour les personnes qui ne bénéficient d'aucune aide. Merci beaucoup. Anne-Marion, je vous voyais réagir et acquiescer. Oui, bien sûr. Pour répondre à Monsieur Lonvin, le DRH de Brest, ouais, du Finistère. Du Finistère. Oui, il vaut mieux un qui sait que 100 qui cherche. Ça, très bonne pioche. Parce qu'on peut se faire avoir par les sirènes du moins 10 ans. Là, la recommandation vraiment que je vous donnerais très forte, ne choisissez pas le moins 10 ans, choisissez le mieux 10 ans. Ça, c'est extrêmement important en santé et encore plus en prévoyance où il y a quand même des aspects très techniques. Et en plus, avec un phénomène qu'il faut bien anticiper, c'est que les transferts de charges ne font que commencer. D'accord. Je répète, les transferts de charges ne font que commencer. Petit warning. Voilà, petit warning. Donc, ne vous laissez pas aller avec les sirènes des engagements de cotisation sur 3 ans, ça ne tiendra pas. Il faut payer le prix d'une bonne protection sociale. Pour répondre à la question qu'il n'a pas posée, très important, les garanties phares. Après, vous faites ce que vous voulez. Les garanties phares, c'est vraiment l'hospitalisation et le dentaire en santé. Et en prévoyance, l'invalidité et la rente éducation. C'est un invalide, j'ai coutume de le dire, s'il n'a pas complément de revenu et qu'il a une mutuelle, renoncera à se soigner. À l'inverse, un invalide avec un complément de revenu, même s'il n'a pas de mutuelle, pourra quand même se soigner. Donc dans les batailles, il faut gagner la bataille de la gravité et contourner un biais cognitif que j'ai appelé le biais de la machine à café. Dans les négociations collectives, on en parle autour de la machine à café. Avant de faire salon, on a bu un café à la machine à café. Et à la machine à café, tout le monde a des lunettes, tout le monde a le meilleur ostéopathe de la Terre et tout le monde est content du tiers payant. À la machine à café, l'orphelin, l'invalide, l'hospitalisé ne sont pas là. Donc, en matière de protection sociale, il faut être vigilant à un point très fort, c'est que le besoin perçu par les personnes qui sont là est pratiquement à l'opposé du besoin réel de couverture. Je ne l'ai pas dit en démarrant, je vais le dire maintenant, je rappelle la définition de la prévoyance. En contrepartie d'une cotisation acceptable, il s'agit de se prémunir d'une perte financière potentielle inacceptable. Voilà. Attention aussi, point d'alerte dans les cahiers des charges, évitez à tout prix les options. Les options font toujours dégénérer les contrats, donc soyez très vigilants à ça. Merci beaucoup Anne-Marion. Didier B, je vous vois réagir. Monsieur le Président de la MNT, on vous écoute. On vous écoute. Je ne peux qu'abonder aux propos de Anne-Marion parce qu'effectivement, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas assez riche pour me permettre d'acheter du bon marché. Et ma crainte, c'est que les AMO en particulier se fassent construction de cahiers des charges sur la base du décret de 2011. Or, je crois qu'il y a des enjeux nouveaux qu'il faut absolument prendre en compte, tels que par exemple la qualité d'offre et les perspectives de stabilité du tarif qui dépendent dans un premier temps de la qualité de l'information que peut donner la collectivité sur son portefeuille, parce que pour avoir une réponse adaptée, encore faut-il avoir les bonnes informations, mais aussi, et pour pas prendre trop de temps, mettre des enjeux par rapport à l'information des agents, au suivi des agents, mais aussi faire un effort réel en termes de prévention. La prévention est un enjeu majeur pour l'équilibre des contrats et jusqu'ici, c'est un enjeu qui n'est pas suffisamment pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle notre crainte à la MNT, c'est que dans ce milieu, dans cet environnement de concurrence forte, il y ait des opérateurs qui ne sont pas habitués à nos contrats publics, qui viennent concurrencer, et bien sûr en ne reprenant que la partie d'actifs, qui est une partie qui pose moins problème sur l'équilibre des contrats. Or, nous, notre caractère affinitaire fait que non seulement toutes les générations sont bien prises en compte, mais aussi la partie qui concerne les retraités dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je crois qu'effectivement, c'est un point très important et c'est un point qu'il ne faudra pas négliger au moment de la constitution des cahiers des charges.
Merci beaucoup Didier B, Monsieur le Président de la MNT. On bascule dans un instant sur les enjeux de FPE. Mathias Savignac, le président de la MGN, nous a rejoint, je crois. Peut-être un mot de conclusion, Nicolas Lonvin, si vous voulez bien, vice-président de l'association des DRH des grandes collectivités. On voit, tout cela est assez complexe, des opportunités fortes, mais des points de vigilance extrêmement précis. Il va falloir suivre dans les semaines, dans les mois à venir. Ce sera vous le ferez, j'imagine. Oui, complètement. L'enjeu maintenant pour nous, c'est la mise en œuvre de l'accord collectif de juillet dernier, hein, et donc la transposition, comme l'a indiqué Monsieur le ministre tout à l'heure, dans des décrets, voire dans des lois, la mise en œuvre, puisque c'est évidemment à partir de là qu'on devra construire des cahiers des charges, et c'est sur ces sujets-là qu'il faudra désormais accompagner nos agents. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Puis c'est aujourd'hui, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais un enjeu aussi d'attractivité, hein, on le voit bien. Madame le disait tout à l'heure sur le fait que ça coûte un peu moins cher, effectivement, aux employeurs territoriaux de faire de l'accompagnement sur ces questions de PSC plutôt que de donner du régime indemnitaire, pour faire simple et synthétique. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien, quand on recrute des agents, ils nous demandent également quelle est la situation de la collectivité employeuse autour des questions de PSC, de télétravail, de modalités de gestion de leur temps de travail sur la semaine, sur l'année. Voilà, donc c'est un package global, mais on voit que ces sujets aujourd'hui sont totalement abordés par les candidats et posent des questions, même en entretien, aux employeurs pour connaître effectivement la situation de la collectivité en la matière. Et c'est aussi une manière de montrer comment on accompagne les agents. On le sait bien, hein, les conditions de travail, la qualité de vie au travail sont des enjeux majeurs. La manière aujourd'hui dont on accompagne les agents en matière de PSC montre aussi quelque chose de ce qu'est l'employeur territorial. Voilà. Donc, il faut effectivement se saisir de ces questions. Un enjeu d'attractivité, de fidélisation. Merci à tous les deux, Nicolas Lonvin, merci, directeur général des services du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Merci à vous deux. Je crois que côté État, MGN, Monsieur le Président MGN, Mathias Savignac, vous nous avez rejoint, ainsi que Williams Joss pour les ministères des Solidarités et de la Santé. Mathias Savignac, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour. Merci d'être bien. Entendez-vous aussi ? Oui, c'est parfait. Très, très heureux de vous retrouver. Quid de ces enjeux ? Comment vous les appréhendez, ces dispositifs ? On se pose la question, comment basculer du Big Bang au succès ? C'est un risque, c'est une opportunité, c'est tout cela à la fois. Quel est votre regard sur cette réforme, Mathias Savignac ? Écoutez, bonsoir déjà à toutes et à tous. Merci de m'accueillir pour ce temps d'échange. Vous l'avez dit, c'est à la fois un risque, bien évidemment, et puis c'est aussi en même temps une opportunité. Mais c'est avant tout un changement pour nous de philosophie dans la manière d'appréhender la protection sociale des fonctionnaires. Je parle de MGN, mais ce que je dis là est vrai pour mes camarades de la fonction publique territoriale. Je te vois, Didier, et les autres mutuelles de fonctionnaires. On a passé globalement les 75 dernières années à protéger les agents des fonctions publiques, d'ailleurs à partir de réalisations créées par les fonctionnaires pour les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on fait partie de la construction sociale de ce pays, et dans une logique volontaire, individuelle et facultative. Et on passe, et c'est un changement de culture complet, on passe dans une culture du contrat collectif obligatoire. Alors, ça devient la norme de la même manière qu'en 2015, avec l'ANI, les contrats collectifs obligatoires en entreprise sont devenus la norme. Et ça change plein de choses. Ça change le rôle et la place des adhérents dans la vie de leur protection sociale. Ça change positivement aussi des choses. En 2015, il y a une responsabilisation des employeurs privés sur la protection sociale de leurs salariés. Et je trouve qu'il est cohérent aujourd'hui que l'employeur public lui-même soit responsabilisé sur la protection sociale de ses agents. Mais ça met des acteurs autour de la table différents. Ce ne sont plus les adhérents qui, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, décideront de la couverture. Ça fait l'objet d'une négociation entre l'État employeur, entre les organisations syndicales, sur la base d'un cahier des charges qui est négocié et non plus de la volonté ou de la souveraineté d'une assemblée générale d'adhérents. Donc, ça change la philosophie et ça change un peu pour nous, bien évidemment, les métiers et la manière d'appréhender la protection sociale. Donc, c'est à la fois un sujet de transformation collective, mais c'est aussi, ça embarque une capacité finalement à trouver des solutions nouvelles, des couvertures nouvelles, des réponses nouvelles
et d'élargir aussi un portefeuille d'adhérence dès lors que l'on rentre dans le cadre de contrats collectifs obligatoires. Donc, c'est tout ça à la fois, c'est de la complexité, mais c'est aussi des opportunités. Merci beaucoup. Vous restez évidemment avec nous, Mathias Savignac. Je me tourne vers vous, William Josse, conseiller de la DRH et du SG du secrétaire général au ministère des Solidarités et de la Santé. Vous êtes médecin coordonnateur national de prévention. Quel regard sur cette réforme, quel regard sur ces enjeux de santé et de prévention dans la fonction publique, William Josse? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Le premier enjeu, c'est notre bien-être. Donc, je rappellerai la définition en fait, de l'OMS, un complet bien-être physique, mental et social. Et dans le monde du travail, c'est promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être et donc en santé physique, mentale et sociale pour l'ensemble de nos travailleurs. Et le deuxième point qui est important pour moi aussi, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 30% de nos agents de la fonction publique ont 50 ans et plus. Donc, moi, en tant que médecin du travail, et ce que je vois au quotidien depuis presque 25 ans, c'est le développement des maladies chroniques, en particulier avec cet âge, les cancers, les maladies cardiométaboliques, l'insulinorésistance, la dégradation potentiellement de la santé mentale, la santé de la femme, les personnes en situation de handicap qui peuvent augmenter aussi avec l'âge. Bien sûr, on a en même temps les aidants, puisqu'on arrive de plus en plus dans cette partie-là. Et ensuite, on a la prévention derrière, pour moi, de l'usure professionnelle, de la pénibilité, de l'identification à la pénibilité, de la prévention des risques et des expositions, et au final, le bien vieillir global avec demain une santé connectée et prédictive. Et en particulier pour moi, mon importance aussi, c'est la réduction de l'accidentologie, des maladies professionnelles, des arrêts maladie, du départ en invalidité. On en a parlé un tout petit peu à ce sujet-là. Et avant de continuer dans mon sujet, j'aimerais rappeler un peu l'histoire. Déjà, le 19e siècle a été un tournant très, très important dans le domaine de la santé sociale, puisqu'on sait que c'est apparu à ce moment-là les premiers, on va dire, réglementations concernant l'âge d'entrée en activité dans une entreprise. Rappelez-vous, c'était 8 ans pour un enfant, il fallait au moins avoir 8 ans. Donc, ça nous ramène assez loin, mais c'était 1841, donc ce n'est pas si loin que ça par rapport à cette protection. L'apparition du contrat de travail aussi qui était importante, l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et la prévention des risques professionnels, les médecins d'entreprise qui sont apparus aussi, qui couvraient aussi en même temps la santé des familles, des employés. Et puis, il y avait aussi la création justement des compagnies d'assurance et le remboursement des frais médicaux en lien avec ce que je vous ai dit dans le monde du travail. Et ensuite la création de la sécurité sociale. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le maintien de l'agent dans la société, lorsqu'on parle de la santé sociale, dans son environnement global, en interrelation humaine, et en particulier, moi, quand je suis face à quelqu'un, c'est savoir s'il est bien dans sa situation personnelle, marié, en couple, en famille, voilà, ça c'est important, l'arborescence familiale, amicale, qui permet de maintenir la relation sociale. On aborde aussi le sujet du logement et de son contrat de travail, de son emploi, le maintien dans l'emploi. Bien sûr, la capacité de pouvoir payer au quotidien ses factures, ne pas avoir de dette qui va désocialiser. Et bien sûr, on en a parlé, c'est la prise en charge des soins avec potentiellement les dépassements d'honoraires. Donc moi, à chaque fin de consultation en général, tous ceux qui n'ont pas une complémentaire santé ou une prévoyance, je leur signale qu'il est important de réfléchir à cela. Et puis, je sais pas, j'avance un petit peu aussi, mais nous, on a déjà anticipé au sein des ministères sociaux un peu cette idée de prévention. Tout d'abord, je remercie Mathias. Avec la MGEN, on fait des partenariats aujourd'hui et des conventions sur justement développer des actions de prévention, de santé publique en milieu professionnel pour réduire nos maladies chroniques, réduire nos expositions, réduire nos risques. Donc, on a des webinaires qui remplissent plus de 1000 personnes en général, mensuels, avec un programme donc dédié sur plusieurs sujets, que j'ai abordé précédemment sur nos maladies. Et puis aussi, on travaille donc avec la MGS, qui est une de nos mutuelles. Et on a aussi l'UROPS, donc c'est l'Union de prévention santé pour la fonction publique, qui nous aide à avoir des actions de terrain quasiment sur les lieux de travail pour dépister et prévenir des maladies. Merci beaucoup William Josse, vous restez avec nous. Je reviens vers vous, Mathias Savignac, dans un instant, mais toujours autant de questions. Anne-Marion, les appels d'offres qui seront lancés comporteront-ils un lot santé et un lot prévoyance, ou s'agira-t-il d'un seul lot ? Mais je ne sais pas.
Là, par contre, j'avais plein de choses à dire sur le monsieur. Réagissez alors. Sur la prévention, il faut faire très attention parce qu'il y a une confusion. Il y a la prévention de santé publique, et ça, c'est très bien, il faut en faire. D'après nos statistiques, nous, on a un vrai problème sur des choses élémentaires, que tout le monde voit, l'intelligence artificielle, la médecine prédictive, mais nous, on fait des statistiques beaucoup plus basiques que ça, la proportion d'assurés qui va chez le dentiste au moins une fois par an. On est tous d'accord, en termes de prévention de santé publique, il est bon d'aller une fois par an chez le dentiste. Dans les statistiques, si on a 20%, waouh, on est content. Donc, on a une vraie difficulté, c'est qu'on cherche des choses extrêmement compliquées, alors qu'il y a des choses fort simples qui ne sont pas au rendez-vous. Deuxième chose, en termes de prévention, si on s'en réfère aux vieilles statistiques, et c'était très intéressant ce que disait monsieur à l'instant, c'est l'éducation qui fait le premier changement. Quand on regarde l'évolution de la mortalité infantile, les pays qui ont réussi le premier leur mutation sur la diminution de la mortalité infantile, c'est la Suède, la Norvège et la Finlande. Dès le milieu du 19e siècle, ils vont augmenter leur espérance de vie de 50 ans, alors que l'Europe était à 40 ans, tout simplement parce qu'ils vont scolariser les petites filles en même temps que les petits garçons. Donc, dans la prévention, il y a toute une partie éducative qui n'est pas là. On a MT Dents par la Sécu, qui est la super prévention, et pourtant, on a un quart des enfants de CP qui a une carie pas soignée dans la bouche. Donc, sur la prévention, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux et assez peu de succès. Voilà. Et sur les appels d'offres, je ne sais pas répondre. On va suivre ça dans les semaines à venir. Serge Brichet. Oui, moi je ne sais pas répondre, mais j'observe quand même par rapport à ces appels d'offres et les premiers appels d'offres qui sont sortis, et je crois qu'il y en a un 5e qui est sorti au moment où on se parle, eh bien c'est des cahiers des charges santé. Ce qui pose d'ailleurs, et ce qui posera des problématiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'articulation entre la couverture santé et la couverture prévoyance. Donc peut-être qu'il y aura une inflexion dans les futurs cahiers des charges, en tout cas à l'aune de l'année 2024, mais pour l'instant c'est vraiment un découplage des risques et de fait un découplage de la mutualisation. Alors la question qu'on aurait pu me poser, c'était une autre question, c'était de dire est-ce que c'est bien de mettre les deux risques chez le même assureur ou est-ce que c'est bien de séparer? Là, je peux répondre, par contre. Donc, on reformule ainsi la question, voilà. Anne-Marion, là, allez-y. Je peux répondre. Eh bien, là, il y a du bien et du moins bien. Il y a du bien et du moins bien parce que le risque santé est un risque crédible. C'est un risque de fréquence qui est très stable. Ouais. Le risque prévoyance, c'est un risque de pic avec des hauts et des bas. Donc, penser mutualiser les deux pour faire des actions de prévention, oui, c'est une bonne idée, mais techniquement, le fait de les mutualiser, c'est compliqué parce que c'est deux risques qui n'ont pas la même nature. Sur des très grandes collectivités, oui, ça peut fonctionner. Sur des plus petites, techniquement, c'est plus discutable parce que c'est deux risques qui n'ont pas la même nature. Merci beaucoup. Mathias Savignac, pour poursuivre la discussion sur ce découplage, notamment découplage des deux risques santé et prévoyance, et puis sur le fait qu'à l'État, les textes sont quasiment bouclés. Que peut-on faire? Que préconisez-vous? Puis sur donc ce découplage, quelle est votre analyse? Si vous me demandez d'un point de vue un peu historique, MGN, aujourd'hui, on couvre en santé et prévoyance 2 millions d'adhérents, 1 million d'actifs, 1 million de retraités. Et on a une offre couplée santé et prévoyance. Parce que, alors je rejoins madame, techniquement, ce n'est pas l'enjeu technique en fait. L'enjeu technique entre la santé et la prévoyance est très différent. La prévoyance, c'est un vrai métier d'assurance qui mobilise beaucoup de fonds propres chez tous les assureurs pour tenir les promesses qui sont faites à long terme. La santé, c'est un sujet plus de répartition que d'assurance à proprement parler. Donc, ce sont des natures de risques totalement différentes qui sont gérées de manière différente. L'intérêt dans le couplage, c'est qu'aujourd'hui, on a une culture de protection sociale qui confond santé et prévoyance. Et chez les agents de la fonction publique, comme chez nos concitoyens en règle générale, il y a une méconnaissance forte de ce qu'est la prévoyance. Oui. C'est-à-dire qu'on considère qu'on est couvert en santé dès qu'on a une offre, et la prévoyance, ce sont des garanties qui sont très peu connues. Le fait d'avoir un couplage permet de s'extraire d'un risque particulier qui est le fait de ne pas se protéger. Le risque essentiel en prévoyance, c'est de ne pas être couvert en prévoyance. Autant la santé, on peut considérer que c'est un risque pour lequel on est solvable individuellement, à tort je le pense, mais on pourrait considérer, les plus jeunes notamment, pensant que la couverture de la sécurité sociale couvre les risques importants et qu'on peut s'assurer pour le petit risque, la prévoyance n'est pas un risque contre lequel on peut se prémunir seul. La perte de revenus en cas d'arrêt de travail, on n'a pas de revenu de substitution qui permet de maintenir un niveau décent et qui garantit tous les aspects de la vie. Donc la prévoyance est un sujet essentiel et le fait de le découpler, ça rend la protection plus complexe parce que finalement, si ce n'est pas un contrat
collectif ou si ça reste en individuel, chacun fera son arbitrage en disant ben, je pense que je suis sensible à ce risque et je me couvre. Et ça s'appelle de l'antisélection en assurance et ça renchérit le coût de la protection, alors que le couplage permet à la fois d'avoir une explication pédagogique sur ce qu'est le risque santé et ce qu'est le risque prévoyance. Donc après, la question, est-ce que c'est la même structure qui peut porter les deux risques? Je crois qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, Serge le disait parfaitement, hein, ce qui est sorti, ce sont des appels d'offres en santé uniquement, mais dans les cahiers des charges aujourd'hui, rien n'interdit en tout cas à ce que ce soit le même organisme qui gère la santé et la prévoyance. Merci beaucoup. William Josse, sur les règles du jeu et sur ce paysage qui a évolué, on parlait avec Mathias Savignac en introduction d'un changement de paradigme. Un mot sur les règles du jeu à votre niveau? Oui, sur les règles du jeu que l'on peut avoir au niveau de la prévoyance ou on va dire aussi la complémentaire santé, moi je m'aperçois aujourd'hui, de toute façon, c'est vraiment il y a les arrêts maladie prolongés hein, et la perte de l'employabilité dans le temps. Donc, c'est toute la médecine statutaire, on va dire, derrière cela et qui entraîne justement à l'inaptitude au poste, aux fonctions, à toutes les fonctions et au final à l'invalidité qui est sur lequel il faut travailler, c'est-à-dire donc le maintien dans l'emploi et éviter le plus possible justement que la personne, l'agent va se retrouver dans une difficultés professionnelles et au fur et à mesure se retrouver donc au niveau d'une santé sociale dégradée avec donc des émoluments qui vont réduire de façon très importante et malgré toutes les possibilités qu'on met en place, l'absence donc de complémentaires santé ou éventuellement même de prévoyance met en danger la santé de la personne et derrière lui ou elle, c'est aussi peut-être une famille et plus de personnes au final. Donc, il est vraiment très, très important de travailler aujourd'hui sur les droits statutaires et justement tout ce qui concerne l'accompagnement social quasiment sur mesure d'un agent. Hein. Merci beaucoup. Le temps passe, on est déjà mi-colloque, on est ensemble jusqu'à 18h20 environ. On va basculer dans quelques instants sur un regard du côté de l'hospitalière. Mathias Savignac, donc prévoyance facultative à l'État, la question de l'information des agents sur leurs droits futurs est importante, essentielle, notamment pour éviter les désaffiliations. Cette information relève-t-elle de l'employeur, de l'opérateur retenu, Mathias Savignac? On peut regarder le sujet de plusieurs manières. Dès lors que l'employeur met en place une protection, il appartient à l'employeur de communiquer. Oui. Mais dès lors qu'on est une mutuelle et dès lors qu'on a vocation aussi à accompagner les agents, eh ben, on a aussi à cœur de relayer l'information. Encore une fois, hein, le sujet, c'est comment on fait en sorte qu'à partir d'un dispositif pour lequel l'État employeur met des moyens, on le rend le plus effectif et le plus efficace possible, parce qu'encore une fois, c'est de la santé et de la protection sociale des agents dont il s'agit. Et donc, à partir du moment où on est tous alignés sur les enjeux qui se logent derrière la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, eh chacun aura à cœur d'accompagner du mieux possible et d'informer du mieux possible les agents, à la fois sur leurs droits statutaires, comme sur les droits ouverts par les contrats collectifs, qu'ils soient en santé ou en prévoyance. Je pense que c'est un enjeu collectif que l'on a d'accompagner au mieux celles et ceux qui servent l'intérêt général. Merci beaucoup, William Josse. Peut-être une réaction, et puis vous travaillez sur ces enjeux. Je le glisse là, hein, d'ailleurs, vous avez lancé une chaire sur ces enjeux de santé, de prévention. Alors, j'ai plus le titre exact, mais voilà, une chaire qui est portée notamment par les ministères des Solidarités et de la Santé. Exactement, c'est une grande nouveauté au sein des ministères sociaux pour l'année 2024. 2 ans de travail, mais oui, nous lançons la première chaire dédiée à la santé au travail et sa prévention pour la fonction publique. Sa prévention donc, dans le bien vivre au travail et la qualité du bien-être au travail. Donc, il y aura 3 grands axes en particulier qui seront tout d'abord le domaine de la prévention de façon générale, primaire, secondaire et tertiaire, pour partir vers la primaire. Ensuite, ce sont bien sûr des formations dédiées à la santé au travail pour les fonctionnaires et de la recherche et de l'innovation avec une grande partie justement liée à un réseau de communication pour justement être plus dans l'actualité, justement dans les domaines donc, de la santé, sécurité. Voilà, donc on est très heureux de lancer cette chaire
que je pilote. Et voilà, donc, vous verrez quelques actions à partir de 2024. On vous redonnera la parole. Je continue de regarder le chat. Et encore une fois, on va revenir vers vous de manière individuelle parce que les questions sont trop nombreuses. L'adhésion sera facultative en prévoyance, obligatoire en santé. Quel impact sur le pilotage du régime? Ça, c'est pour la fonction publique d'État. Oui. La santé sera obligatoire. Alors là, on va avoir un problème psychologique parce que en collectif, le problème, c'est que quand on veut faire plaisir à tout le monde, on risque fort de faire plaisir à personne. Donc, il risque d'y avoir des tensions liées à l'obligation, même si c'est une bonne idée. L'obligation permet de mieux mutualiser. La prévoyance qui reste facultative, ça, c'est un problème d'antisélection, comme le disait Mathias tout à l'heure, qui va quand même être un peu amorti par le fait qu'il y ait 7 € de cotisation de l'État. Oui. Donc, une décote du prix va normalement favoriser l'adhésion à cette prévoyance complémentaire pour la fonction publique d'État. Pour le territorial, c'est l'inverse. Oui. C'est la prévoyance qui est obligatoire et c'est la santé qui est facultative. En termes de théorie du risque, c'est mieux. En plus de ça, la santé se mutualise plus facilement que la prévoyance. Donc, techniquement, ce sera plus simple. Modulo les reprises d'encours, qui sont un sujet qui va être très probablement épineux. Parce que quand on met de la prévoyance obligatoire, on est obligé également de couvrir les gens qui sont déjà en arrêt. Merci beaucoup. Mathias Savignac, vous voyez lever la main en distanciel. Vous souhaitez réagir? Absolument. Je suis d'accord. Hein. Le fait d'avoir 7 € qui seront incitatifs sur le fait de prendre le contrat collectif facultatif en prévoyance, c'est une manière hein, finalement d'orienter une partie des agents sur cette couverture-là. Ce n'est pas tant la question des 7 €, c'est la question de ce que ces 7 € financent en fait. Ouais. Parce que si avec 7 € qui correspondent à une part de la cotisation, mais que le panier de prestataires finalement en prévoyance est inférieur à ce dont il bénéficie aujourd'hui, en ayant une participation et une couverture, il sera très difficile, si par hypothèse cette couverture était inférieure à ceux dont ils bénéficiaient, de leur proposer un étage supplémentaire à la fusée en se disant j'ai un contrat collectif en santé pour lequel mon employeur contribue, un contrat collectif en prévoyance pour lequel l'État contribue, j'ai eu des améliorations statutaires, ce sont des choses qui se profilent entre 2025, 2026 et 2027. Pourquoi est-ce que j'aurais encore besoin de rajouter, avec dans une logique en plus d'antisélection, si on a des garanties optionnelles supplémentaires, ce sera très difficile de reconstruire, de reconstituer, pas systématiquement, mais dans beaucoup de cas, ce sera difficile de reconstituer un niveau de protection tel qu'il l'avait lorsqu'il bénéficiait, et ceux qui en bénéficiaient, d'une couverture santé-prévoyance couplée, avec un niveau de protection qui aujourd'hui est somme toute élevé. Merci beaucoup. Le temps passe à toute allure. Tout cela est complexe mais passionnant. La régie, on va basculer dans quelques instants après un mot de conclusion sur l'hospitalière. Je ne sais pas si le président de la MNH nous a rejoint, si vous pouvez me le préciser dans l'oreillette. Alors voilà, il est en train de nous rejoindre. Serge Brichet, je vous en prie. Oui, mais pour prolonger peut-être le propos très pertinent de Mathias, quand parfois on reproche à la mutualité fonction publique d'avoir un regard un peu nuancé sur l'avancée que constitue cette réforme, même si j'ai signalé tout à l'heure que la participation financière était une avancée considérable, mais comme le dit Mathias, elle va servir à quoi cette participation financière? Si pour les agents, c'est utiliser cette participation financière pour reconstituer des garanties qu'ils ont perdues, on pourra se dire à ce moment-là que la réforme a un impact moindre que ce que le ministre a évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup. Je propose, la régie, si vous voulez bien faire apparaître à l'écran, c'est dans vos documents que vous proposez, Serge Brichet, à la MFP, quel bilan pour la fonction, voilà, on le voit, quel bilan pour la fonction publique d'État hier, la participation facultative de l'employeur, demain, la participation obligatoire de l'employeur. Tout ça sont des dispositions, des documents, Serge Brichet, hein, qu'on retrouve en ligne, qu'on retrouve sur votre plateforme. Complètement. Absolument. Donc, basculons sur l'hospitalière. Peut-être un mot de conclusion. Mathias Savignac, hein, c'est complexe, c'est passionnant. Il faut suivre tout cela et suivre les évolutions de manière très fine hein, pour pouvoir réagir, parce qu'il y a des détails qui ne sont pas des détails qui sont importants. Oui, absolument, vous avez totalement raison. Vous signaliez que les premiers, c'est Serge qui le reprenait, les premiers appels d'offres étaient sortis depuis 15 jours, hier encore, et on voit dans la rédaction actuelle des cahiers des charges que ce sont des appels d'offres exigeants.
Donc ça veut dire qu'il y a une attention particulière qui est portée sur ces appels d'offres, sur à la fois la qualité de la réponse, sur les cotisations, la réponse aux attentes du cahier des charges, mais aussi en termes de qualité de service, de réponse aux fonctionnaires. Et donc, c'est quelque chose d'engageant. Je sais que, je regarde Didier, la MNT est très mobilisée, Benoît en suivant de la MNH aussi, enfin, toutes les mutuelles de fonctionnaires aujourd'hui sont extrêmement mobilisées pour faire une chose très simple, je vais le dire comme ça, mais ça fait 75 ans que nos mutuelles ont une relation partenariale avec les employeurs publics, de construction de dispositifs à la fois de prévention, d'action sociale et de services. Et notre enjeu, c'est de ne pas se laisser finalement orienter vers une relation de prestataire de l'employeur public. Nous souhaitons continuer à avoir cette relation partenariale parce que nous connaissons nos publics, nous avons bâti des dispositifs pertinents et utiles. Et ce qu'on fait aujourd'hui sur tous les sujets de prévention ô combien importants, mais aussi de qualité de vie au travail, tout ça, ce sont des dispositifs qui dépassent le cadre de la simple réponse à un appel d'offres. C'est important de répondre à un appel d'offres, mais il est important aussi de bâtir des dispositifs qui aillent au-delà et qui explorent le champ, ça a été dit, du bien-être et de la qualité de vie au travail. Et ça ne se résume pas à la réponse à un appel d'offres. Merci beaucoup Mathias Savignac. Merci d'avoir été avec nous, président de MGEN. Merci William Josse, conseiller de la DRH et du SG du ministère des Solidarités et de la Santé, médecin coordonnateur national de prévention. Et vous pilotez une chaire lancée sur ces enjeux. Merci beaucoup William Josse. Je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, Didier B, président de la MNT, si vous voulez dire un petit mot de conclusion, beaucoup d'enjeux. Quel est votre, peut-être un mot conclusif, Didier B? Le mot conclusif, si vous permettez égoïstement, c'est de revenir sur la fonction publique territoriale. Et je reviens sur cette idée de prendre en compte, il faut éviter qu'on ait demain, par rapport à cet enjeu de la PSC, une France des collectivités à deux vitesses, avec d'une part des collectivités qui auraient les moyens d'avoir des participations fortes et des collectivités qui n'auraient pas les moyens de participation importante, parce que nous assisterions bien malgré nous, à un désengagement de compétences vis-à-vis des collectivités les plus pauvres, et les compétences iraient dans les collectivités où les enjeux de santé sont mieux pris en compte. Et j'alerte sur ce sujet parce que c'est une vraie inquiétude de la part du président de la MNT, mais aussi une inquiétude de la part d'un maire rural. Merci beaucoup Nicolas Lonvin. Est-ce que vous êtes encore... Merci Didier. Nicolas Lonvin, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Vous n'êtes plus avec nous. Merci beaucoup. Merci Didier B, président de la MNT, Nicolas Lonvin, directeur général des services du centre de gestion de Finistère, William Josse, conseiller DRH du SG et de ministère des Solidarités et de la Santé. Je vais y arriver. Mathias Savignac, président de MGEN. Basculons sur... un regard sur les hôpitaux publics, le meilleur de la réforme pour les agents hospitaliers. Point d'interrogation. J'accueille dans un instant Noémie Chaubel, directrice des ressources humaines au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, également de l'association des acteurs RH des hôpitaux publics, et Benoît Fralin, président de la MNH, qui interviendra en distanciel. Je salue les équipes d'Acteurs Publics TV, qui nous permettent d'avoir toutes ces connexions. Mais pour faire la transition, je vous propose d'écouter une autre intervention de Philippe Laurent, le maire de Sceaux, président du CSFPT, la régie de l'intervention numéro 3. On lui a posé la question, on va se poser aussi la question de l'attractivité, de la fidélisation que porte cette réforme. On écoute Philippe Laurent et on parle hospitalière juste après. La question de l'attractivité de la fonction publique et tout spécialement de la fonction publique territoriale, c'est une question absolument essentielle. Donc, j'ai eu l'occasion de remettre un rapport à ce sujet à la ministre Amélie de Montchalin. C'était en janvier 2022. Ça fait 2 ans et je considère malheureusement que la situation s'est plutôt empirée depuis 2 ans, pour plein de raisons et qui ne sont pas de la responsabilité de quiconque, mais simplement du système qui n'est plus satisfaisant. Donc, il y a énormément de leviers à actionner pour accroître à nouveau l'attractivité de la fonction publique territoriale. C'est absolument essentiel parce que c'est notre capacité, et notamment dans les communes, à exercer et à fournir le service public du quotidien qui est en jeu. Lorsque nous ne parvenons pas à recruter des auxiliaires de puériculture, eh bien les crèches ferment, tout purement et simplement, parce qu'il n'y a plus le personnel. Et donc, il y a un enjeu essentiel. Et je pense qu'en effet, nous pensons, les employeurs territoriaux, qu'en effet,
toute une série de mesures, au-delà des mesures statutaires de rémunération, qui sont absolument essentielles aussi. Mais toute une série de mesures peuvent participer à l'attractivité de la fonction publique territoriale. La protection sociale complémentaire en fait partie. Les travaux qui sont menés dans certaines collectivités sur la qualité de vie au travail aussi. La qualité du management également. Donc, il y a toute une série de sujets qui sont absolument importants, qu'il est absolument important de porter dans les années qui viennent. La PSC, naturellement, en fait partie. La réforme de la PSC du Big Bang au succès, point d'interrogation. Quelles sont les conditions de succès de cette réforme? C'est l'enjeu de nos discussions, ce colloque organisé par la Mutualité Fonction Publique en partenariat avec acteurs publics. Faisons un focus hôpitaux, quid de l'hospitalière. Va-t-on vers le meilleur de la réforme pour les agents hospitaliers? Merci de nous avoir rejoints, Noémie Schaubel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des ressources humaines du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Vous êtes par ailleurs trésorière adjointe de l'association, influente association des acteurs RH des hôpitaux publics. Merci de nous avoir rejoints. Benoît Fralin, normalement, vous êtes avec nous en distanciel. Monsieur le président de la MNH, est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas. Le son va... Voilà, on vous salue le temps que le Bonsoir. son... Bonsoir. Peut-être démarrons l'échange avec vous, Noémie Schaubel. Quel regard sur cette réforme? On a parlé État, on a parlé collectivité. On voit que le timing, le calendrier n'est pas tout à fait le même, mais les enjeux sont tout aussi forts. Alors, le calendrier n'est pas exactement le même, effectivement, et le contexte est aussi un petit peu différent, puisqu'on a vu là les différents débats sur comment on passe d'un dispositif à un autre. Aujourd'hui, dans l'hospitalière, nous, on n'a pas de protection sociale complémentaire. Alors, on a d'autres dispositifs, donc on va reparler. Mais voilà, donc c'est le contexte et le timing est un peu différent. Donc aujourd'hui, dans la fonction publique hospitalière, on a nos spécificités. On est un petit peu différent, on aime bien. Déjà, on a l'article 44. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les soins gratuits pour les professionnels qui travaillent dans un établissement public de santé, dans son établissement public de santé. Donc ça, c'est une première particularité. Alors, dans la vraie vie, ils sont difficiles à mettre en œuvre, puisqu'ils doivent se déclarer en avantage en nature, que c'est dans l'établissement dans lequel on travaille. On voit tout de suite que quand on est dans un EHPAD ou dans un établissement public de santé mentale, ça pose quelques questions. On a ensuite une deuxième spécificité qui est le CGES, qui est le comité de gestion des œuvres sociales, alors qui n'est pas une mutuelle, qui n'est pas un assureur, mais qui a un rôle d'action sociale et qui vient effectivement compenser une partie du salaire quand les professionnels sont en demi-traitement après 90 jours, mais c'est qu'une partie, donc on pourra en rediscuter. C'est pas du tout la même chose que de la prévoyance. Faut pas tout confondre. On n'a pas d'historique, ça aussi, je pense que c'est important de l'avoir en tête quand on travaille sur ce sujet. On a des publics qui sont un petit peu différents. On a les médecins et puis on a les soignants, les techniques administratives, logistiques. Ils ont des attentes très différentes. On pourra en reparler. Les médecins s'orientent plus vers la question de la prévoyance. C'est un sujet qui les intéresse plus pour des raisons qu'on peut comprendre aussi. Alors que peut-être que pour les professionnels de santé, la question de la mutuelle, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'expriment. Donc voilà, c'est effectivement une temporalité et des enjeux différents. Et puis, il y a toute la question, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas. Alors, jusqu'à présent, j'ai entendu beaucoup d'experts en parler, donc je n'ai pas du tout la prétention, mais nous, on n'a jamais fait ça. Donc, il y a un gros travail, en tout cas à l'hôpital, d'information. On parle de quoi? Et quand on dit PSC, c'est quoi derrière? C'est quoi une mutuelle? C'est quoi une prévoyance? Facultatif, obligatoire, collectif, individuel, c'est des notions qu'on ne maîtrise pas. Donc, il y a un temps de formation des acteurs, des organisations syndicales, des acteurs RH, des acteurs de la direction des finances, on en parlera parce qu'il y a un petit sujet financier. Donc il y a un tout petit sujet qui est important, mais aussi des DRH. Il faut qu'ils comprennent que c'est un sujet qui est important. C'est leur sujet, c'est pas parce que pour le moment ça a été très pris par la direction des achats dans les hôpitaux parce qu'il y a cette question de marché. Et donc nous on milite en tout cas à l'adresse pour dire c'est un sujet DRH parce qu'il y a une question attractivité. On nous pose beaucoup, tout à l'heure ça a été dit, cette question de est-ce que vous avez une mutuelle? Jusqu'à présent, nous à l'hôpital on n'a rien. Il y a cette question de marque employeur, qu'est-ce qu'on veut pour nos professionnels, la fidélisation, il y a beaucoup de sujets. Donc nous on essaye de militer pour dire c'est vraiment un sujet de DRH, c'est quoi la santé qu'on veut pour nos professionnels de demain. Merci d'avoir posé de façon énergique comme ça les enjeux. Anne-Marion et un distinguo. Je voyais tiquer sur... Oui, là je tique. Les acheteurs font de très mauvais acheteurs de PSC.
Là, c'est un vrai sujet. Alors, pas que sur l'hôpital, mais sur toutes les fonctions publiques. Même dans le privé, on s'aperçoit que les acheteurs font de très mauvais acheteurs de PSC. Donc, vous avez raison, c'est un vrai sujet RH parce que c'est de la rémunération périphérique. Ça rentre absolument dans le jeu de la RH. Pour autant, le savoir-faire des acheteurs n'est pas neutre, mais il y a un point théorique qu'il faut qu'ils apprennent. Donc, il faut absolument former les acheteurs de la fonction publique. Là, je mettrai un point très fort à ce stade de nos échanges. Pourquoi ? Parce que dans la vraie vie, il y a une notion en droit du commerce qui s'appelle la notion de vente à perte. D'accord. Quand on fait des benchmarks, qu'on compare les yaourts Danone aux yaourts Maminova, Pour ne pas les citer. pour voilà. ne pas les citer, bien sûr, le prix de vente est supérieur au prix de revient. Ouais. Donc, quand on fait des benchmarks ou quand on fait des appels d'offres, cette interdiction de vente à perte fait qu'on compare du comparable. En assurance, l'inversion de cycle de production, le fait qu'on encaisse des cotisations d'abord et qu'on paye des prestations peut-être après, fait que le prix de vente n'est pas garant du prix de revient. Donc, dès qu'on met d'expérience, dès qu'on met l'achat de protection sociale complémentaire dans les mains des acheteurs, Tout est dit dans la moue. Je précise que Benoît Fralin est en distanciel, mais on est en train de régler un petit souci de connexion. Continuez à poser vos questions. Noémie Schaubel, sur le... Alors, on a parlé là, pendant l'heure écoulée des avancées, quelques interrogations aussi sur la réforme côté territorial et État. Quels sont les enjeux de l'hospitalière? Quels risques santé, quels risques prévoyance devraient être rendus obligatoires? Ou les deux, il faudrait. Alors, sur la fonction publique hospitalière, c'est difficile parce que les négociations, elles sont encore en cours. Donc, nous, on est encore bien loin de tout ça. Le cadrage, il est pas défini. Alors, on regarde effectivement attentivement ce qui se fait dans la fonction publique d'État, pour ne serait-ce qu'avoir une idée du financement qui peut-être nous sera demandé, puisque on regarde aussi ce qui est fait dans la territoriale, parce que nous aussi, on a une question, ça a été dit tout à l'heure, de territoire. La fonction publique hospitalière, c'est 4500 employeurs sur l'ensemble du territoire. Donc, se pose là aussi la question de cette PSC, est-ce qu'elle est spécifique à un établissement, à un GHT, un groupement hospitalier de territoire, à une région, à l'ensemble du territoire? Enfin, voilà, c'est aussi des questions qui se posent. Est-ce que ça va être un facteur de concurrence ou au contraire? Enfin, voilà, donc on regarde ce qui se passe dans la fonction publique et dans la fonction publique d'État et territoriale, parce que justement, comme on arrive en dernier, on sait bien que toutes ces questions vont revenir. Et puis, c'est aussi pour nous important de voir toute la partie de la négociation, puisque je pense que là aussi, c'est un point très important dans la PSC, la question du dialogue social et de la négociation autour de ce sujet. Donc voilà, comment c'est géré et comment on va devoir, nous, bien fixer le cadre pour que dans nos établissements, on arrive justement à avoir un temps d'échange constructif pour arriver à la meilleure solution pour tous. Voilà. Et puis tout le diagnostic du coup qu'on a un peu le temps là de faire sur aujourd'hui c'est quoi l'état de santé de nos professionnels. On donnait quelques chiffres, c'est peut-être bien qu'on commence à les regarder et qu'on se prépare justement au mieux pour ces négociations qui arrivent. C'est ça, pour avoir le meilleur de la réforme pour les agents hospitaliers. Benoît Fralin, vous nous avez rejoint, je crois que la connexion fonctionne, vous êtes présidente de la MNH, vous m'entendez? Oui. Alors, on a commencé à évoquer cette réforme côté hospitalière. On l'a dit, le timing n'est pas tout à fait le même, les enjeux sont différents. Qu'attendez-vous, pour poser la question directement, qu'attendez-vous de cette réforme? Alors, un des sujets, ma collègue qui intervient au titre de l'adresse des DRH hospitaliers, je la salue, a parfaitement planté le décor. Et donc, le sujet qu'on a en tant que mutualiste, j'allais dire affinitaire, qui connaissons bien la population hospitalière, historiquement, on est très positionné, pour ne pas dire concentré, sur le champ de la FPH, avec compris donc une connaissance, on va dire, en matière de consommation de soins, forcément des hospitaliers. Et on voit qu'au-delà du principe de l'envie qu'on peut avoir de se distinguer des autres fonctions publiques, nous n'avons pas exactement les mêmes types, alors je dis nous les hospitaliers, nous n'avons pas exactement les mêmes types de consommation et de comportement dans l'accès aux soins, alors qui est relativement aisé, mais avec des limites pour une grande partie des hospitaliers, mais qui néanmoins
n'est pas exactement le même qu'en population générale, voire dans le reste de la fonction publique. Donc il faut qu'on ait la capacité au niveau des... Alors là, pour le coup, je me situe en tant qu'opérateur, coopérateur mutualiste, il faut qu'on ait la capacité à avoir des réponses qui soient adaptées aux populations qu'on couvre. Et alors, je vais prendre un exemple. Je pense que les transpositions pures de l'État, par exemple, ou de la territoriale dans l'hospitalière ne pourront pas fonctionner. Je vais citer un métier qui est parfaitement identifié. Vous prenez les infirmières, bon, elles sont majoritairement dans la FPH, ouais. Et les attentes des infirmières, et y compris leurs besoins, j'allais dire exprimés ou non exprimés en matière de santé, n'est pas exactement comparable aux quelques infirmières qu'on a à l'État, donc qui sont essentiellement d'ailleurs, il y avait tout à l'heure Mathias Savignac, qui sont essentiellement majoritairement à l'éducation nationale, ou alors dans la FPT, où on a aussi quelques personnels infirmiers qui sont sur des missions assez spécifiques. Je pense par exemple dans les PMI ou dans un certain nombre de dispositifs de ce type qui sont portés par les collectivités locales. Et nous, on a quand même, de ce point de vue-là, à la fois une masse et une atypie sur lequel on doit travailler de manière spécifique pour répondre au mieux aux besoins des personnels infirmiers. Il y a un sujet qui n'est pas neutre, qui a été abordé tout à l'heure par ma collègue, c'est le contexte particulier que les autres fonctions publiques n'ont pas de l'ex-article 44 et de l'existence donc, du Comité général des œuvres sociales. Et je vous avoue que, en fait, dans le contexte, et peut-être plutôt d'ailleurs en s'inspirant, parce qu'il ne faut pas nier ce que font les autres, même si on ne peut pas faire de la transposition pure et simple, en s'inspirant de la démarche qui a été conduite de manière, de mon point de vue, assez intelligente dans la fonction publique hospitalière, tant côté employeur que représentant des personnels et des mutuelles et des opérateurs d'assurance, on est obligé de constater que finalement, ils se sont dit que la priorité était peut-être plutôt le champ de la prévoyance. Et moi, je finis par m'interroger si le paradigme qui a été posé dans l'ordonnance du 17 février 2021, qui était on va traiter la santé, puis on traitera après la prévoyance, je finis par me poser la question, alors pas qu'en tant que président de mutuelle, mais y compris en tant que directeur d'établissement, je me demande s'il ne faut pas finalement remettre du bon sens et s'inspirer de nos collègues de la territoriale qui ont peut-être remis les sujets dans le bon ordre. Moi, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, on a plus besoin d'avoir des réponses qui relèvent du champ de la prévoyance, au sens le plus strict et noble du terme, que la bonne solution, j'allais dire, entre guillemets, le contrat pas cher en santé. Je pense que c'est moins la priorité qu'on doit poser sur la FPH. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est ça le bon sens, Anne-Marion ? Oui, bien sûr que oui. Évidemment, encore une fois, un invalide avec un complément de revenu sans mutuelle pourra se soigner. Un invalide sans complément de revenu avec une mutuelle renoncera à des soins. Donc oui, bien évidemment, la prévoyance first. On est, voilà, la prévoyance en premier. Voilà. Oui, en premier, bien sûr. Noémie Chobel, vous êtes d'accord avec votre collègue ? Oui, je suis d'accord. Après, effectivement, je le redis, c'est quand même des sujets qu'on découvre. Donc, voilà, il y a vraiment cette nécessité de se les approprier, parce qu'au début, quand on parle prévoyance, on peut tout de suite se dire, enfin, en tout cas, à l'hôpital, c'est un peu le premier réflexe, c'est de se dire, attends, il y a un statut, il y a des congés, il y a des, enfin voilà. Donc, mais je suis assez d'accord que finalement, le risque de cette mutuelle, effectivement, à bas prix, enfin bon, voilà, il y a plein de sujets et la question, mais en tout cas on le voit et on est nombreux et on essaye de le porter comme une opportunité, effectivement, de se dire, peu importe dans le sens lequel on le prend, mais de se dire, voilà, on pourra collectivement travailler sur la santé des professionnels, et ça, c'est important. Mathias Savignac l'a dit tout à l'heure, c'est aussi des appuis pour lancer des actions spécifiques. Par exemple, au GHU, on a lancé une action autour de l'endométriose. 80% des professionnels dans les hôpitaux sont des femmes, donc envie de travailler sur ce sujet. On en avait parlé, souvenez-vous. Donc voilà, c'est aussi des opportunités de travailler sur la santé de nos professionnels. Et Benoît l'a dit, voilà, à l'hôpital, c'est des conditions qui sont difficiles, c'est des horaires 24 heures sur 24, qu'on appelle atypiques. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de la question des conditions de travail. On revient à des niveaux d'absentéisme que nous, les DRH, on qualifie de normaux, entre guillemets, qui sont aux alentours de 8%, mais c'est énorme. On était à 11-12% il y a encore 2 ans, avec tout ce qu'on a traversé. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de la santé de nos professionnels. Alors, prévoyance mutuelle, mais en tout cas, le message qu'on porte, c'est une opportunité
2026, ça paraît loin, mais c'est demain. On n'a pas rappelé, Donc oui, voilà, 2026, pour la FPH, c'est 1er janvier 2026, mais en fait, 1er janvier 2026, c'est demain. Il faut commencer à travailler sur ces sujets. Alors, Oui, Anne Marion et puis Serge Brichet. Un point, se souvenir que dans le privé, on a négocié en 2013, il y a 10 ans, une mutuelle obligatoire en disant que on raserait gratis demain, c'est-à-dire qu'on parlerait de prévoyance plus tard. On est en 2023, on n'a toujours pas généralisé la prévoyance dans le privé. Donc prudentiellement, je vous recommanderais effectivement de généraliser la prévoyance en premier. Je crois que le message est passé. Serge Brichet et puis Benoît Fralin. Oui, moi je ne veux pas nuancer le message des deux intervenantes. Prévoyance first, moi je dirais prévoyance et santé together. Non, mais parce que... On va arrêter ces anglicismes. Non, mais parce que c'est très important, au départ en tout cas, de poser sur la table les besoins des agents. Après, il faut certainement les prioriser dans la démarche. Et nos amis des fédérations syndicales qui sont présents dans la salle savent très bien que le saucissonnage du dossier par le ministère arrive à poser ces interrogations et les difficultés qu'on constate aujourd'hui. Merci beaucoup. Benoît Fralin, ensemble, en premier, pas de saucissonnage. Comment vous préparez à 2026 ? Il y a un besoin, Noémie Chobel le disait, d'accompagnement, de pédagogie, d'explication, de sensibilisation aussi. On ne saucissonne pas. Et puis plus largement, comment on se prépare à 2026 ? Alors, la préparation, en tout cas pour la Mutuelle nationale des hospitaliers, c'est de se mettre en capacité, y compris, donc je pense que c'est identifié par les spécialistes du sujet, y compris via des dispositifs comme bien d'autres mutuelles qu'on a nommé Alliance, ce qui veut dire avec d'autres partenaires, pour nous mettre en capacité en fait de répondre à toutes les éventualités. Parce que comme l'a dit ma collègue, et puis je comprends qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs dans la salle qui représentent les organisations syndicales, de la FPH j'imagine en particulier, la difficulté que nous avons, c'est que pour le moment, d'ailleurs comme à chaque fois dans l'histoire, ça date de nombreuses années, pour pas dire des décennies, la FPH est le troisième versant et on passe toujours entre guillemets après les autres. Alors ça peut donner des avantages de temps en temps, c'est que les autres font les réglages et essuient les plâtres, mais ça peut aussi produire des inconvénients. Donc quand on est opérateur, on va dire en capacité de répondre à ce que vont attendre les professionnels et les établissements, parce qu'il faut bien qu'on ait ce registre dans la tête, qui n'est pas toujours acquis parfois dans certains établissements, c'est que tout ça va devoir passer par, une structuration peut-être un peu plus solide que ce qu'on a fait historiquement dans nos établissements de santé, de dialogue social qui permet d'être assez performant sur ces sujets qui sont quand même éminemment techniques. Et c'est vrai, ma collègue l'a dit, on a un gros besoin de pédagogie pour expliquer tous azimuts et aux directions d'établissement et aux représentants des organisations syndicales dans les établissements quels sont les mécanismes et que ça ne se réduit pas uniquement à dire je vais vous donner 7 € chez un, 30 € chez l'autre par mois pour payer votre mutuelle. C'est quand même un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, nous, on s'est organisé et on continue à se préparer à être en capacité de répondre à toutes les éventualités. On pense quand même que nous aurions intérêt, ça a été dit, je l'ai entendu tout à l'heure de la bouche de mon collègue de la MNT, nous aurions intérêt à ce qu'il y ait un cadrage national quand même relativement clair qui fixe bien le cadre, on va dire, en quelque sorte, avec une négociation nationale pour éviter qu'on ait trop de dispersion dans les attentes des établissements et potentiellement des organisations syndicales, parce que quand on descend dans les établissements, les syndicats, j'allais dire, ont quand même une grande marge d'indépendance et d'autonomie, quand même ils sont liés aux fédérations, parce que le risque qu'on a, c'est que les plus gros vont s'en sortir parmi les établissements et les agents des plus gros établissements, et puis quand on est dans un EHPAD isolé, ça va être beaucoup plus compliqué. Et on peut même penser, ce que parfois mes collègues n'entendent pas, c'est qu'il y a même des opérateurs qui peuvent ne pas répondre. C'est-à-dire que quand on est dans la logique de la commande publique, pour le coup, on y est pour de vrai, et y compris les assureurs, les mutualistes, peu importe qui, les assureurs mutualistes, vont choisir des risques. Et je pense que mes collègues dans les établissements ne se rendent pas compte qu'ils peuvent se retrouver dans une situation où, je ne vais pas dire qu'ils n'auront pas de réponse, mais ils auront un seul opérateur qui va nécessairement imposer ses règles. Et que peut-être le grand rêve
de la solution parfaite pour l'attractivité et la fidélisation peut devenir un cauchemar. Et moi, je passe une partie de mon temps à expliquer avec les équipes de la MNH, et maintenant d'autres le relaient, parce que je vois les groupements d'achat hospitaliers ont commencé à relayer ce message. Ce n'est pas un sujet aussi simple. Pour essayer d'être pédagogue, j'en terminerai là-dessus, ça parle en général mieux aux hospitaliers. Je pense qu'on est dans un schéma sur lequel il faut qu'on soit prudent, parce qu'on peut se retrouver dans la configuration dans laquelle on s'est trouvé quand on a été amené à jouer les mises en concurrence sur la responsabilité civile médicale dans les établissements. Et on a vu ce que ça donnait. Globalement, aujourd'hui, je vais faire très simple. Il y a 2 opérateurs, maximum 3, et certains se sont retirés du marché. Et on est obligé de constater que le niveau de responsabilité, les niveaux d'engagement en quelque sorte, ou de risque qui sont pris dans les établissements n'ont pas nécessairement évolué de manière considérable, alors que les primes, elles ont considérablement évolué. Donc, faut qu'on soit extrêmement prudent par rapport à cet exercice et qu'on explique à nos collègues que ça n'est pas uniquement la prise en charge tous les mois, pour être gentil, de la mutuelle santé, de l'infirmière ou de l'aide-soignante. C'est un sujet beaucoup plus raffiné. Et donc, je reboucle en dernier point, je suis un peu long, je m'en excuse, sur le fait qu'au niveau de la MNH, en tout cas, on s'est préparé à la plasticité. C'est-à-dire que demain, on se dit peut-être qu'il peut y avoir du référencement de la débilisation et on sera sur des contrats individuels, par exemple, sur un sujet qui est la santé, type la FPT, par exemple. Mais on se prépare aussi à faire du contrat collectif et on passe effectivement des accords avec des opérateurs pour pouvoir être solide sur le plan des contrats collectifs. A priori, on peut l'estimer peut-être à adhésion obligatoire et on essaiera effectivement d'être le plus cohérent possible pour répondre aux attentes des hospitaliers en général et faire en sorte que la réponse soit adaptée et que ça ne soit pas une réponse plaquée qui viendrait de l'extérieur et qui, à mon avis, produira des dégâts considérables à moyen terme. Merci beaucoup. On va conclure ce volet hospitalier dans quelques instants, puis on donnera la parole à Eric Chenu, le président de la Mutualité française, pour conclure nos travaux. Noémie Schaubel, donc on le voit, beaucoup d'enjeux, une apparence complexe, les opportunités sont fortes, et puis un enjeu budgétaire qui est peut-être... Oui, un enjeu, effectivement. Quel dispositif pour la FPH? Il y a la question, effectivement, de sa soutenabilité. Et il y a un vrai enjeu financier qui inquiète. Il ne faut pas non plus... faut pas se mentir. Après, il faut voir les opportunités. Et on l'a dit, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue les spécificités de la fonction publique hospitalière. Et effectivement, on est des fonctionnaires, mais on a, en tout cas, dans nos relations à la santé et aux soins, peut-être des comportements un petit peu différents, des particularités dans notre statut. Mais voilà, donc il faut se préparer, faut bien étudier ce qui est fait dans la fonction publique d'État et territoriale et puis voir comment tout ça va se transposer avec encore beaucoup d'incertitudes puisqu'on ne sait même pas, nous, dans la FPH, est-ce que c'est que santé, est-ce que c'est et prévoyance, il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'était bien de faire ce focus justement pour poser les questions et engager les choses. Voilà. Juste un point, peut-être prendre exemple sur les cliniques privées aussi, dont on sait qu'elles ont eu du mal pour certaines à trouver des assureurs, parce que le risque fait peur un petit peu aux assureurs. Donc la mise en concurrence, le fantasme d'avoir des meilleurs prix, je pense que dès le départ, il faut y renoncer. Merci beaucoup. À vous le mot de la fin sur cette séquence hospitalière, Benoît Fralin. Voilà, prudence, engagement, il faut suivre tout cela, suivre tout ce qui se passe à l'État dans la fonction publique territoriale. Et c'était le titre, Serge Bréchet, de notre séquence, en prendre le meilleur de la réforme pour les agents hospitaliers. Benoît Fralin. Écoutez, vous venez vous-même de faire la conclusion que je ferai. C'est tout conclu, on avance. Être véritablement en position... c'est pas que d'observation, mais y compris d'être attentif pour qu'on puisse préparer les bonnes réponses en fonction des spécificités de la FPH. C'est clairement ça l'enjeu, je pense, et l'intérêt de tout le monde, que ce soit la mutuelle, j'allais dire, affinitaire du secteur, et puis pour les établissements et les professionnels qui travaillent dans nos établissements.
Merci beaucoup, Benoît Fralin. Vous êtes président de la MNH. Noémie Schobel, merci d'être venue. Vous êtes directrice des ressources humaines du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, trésorière adjointe, c'est ça, de la très influente Adresse, l'association des acteurs RH des hôpitaux publics. On va conclure nos travaux. Vous restez avec moi, Serge Brichet, Anne Marion. On va donner la parole dans un instant à Éric Chenu, président de la Mutualité, la Fédération nationale de la Mutualité française, pour conclure nos travaux. Peut-être la régie, si vous voulez bien, on avait un tout dernier extrait. Alors on revient sur la territoriale, la vidéo numéro 1 de Philippe Laurent. On regarde le temps que Éric Chenu s'installe et qu'on conclut nos travaux. Bougez pas, restez avec nous. C'est une réforme que nous attendons depuis longtemps. Il faut voir d'où l'on vient. Avant 2011, les employeurs territoriaux ne pouvaient même pas participer en quoi que ce soit au financement de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire aux mutuelles ou à la prévoyance. Il y a eu un premier pas en 2011 qui a permis qu'ils financent, qu'ils puissent participer, mais c'était à leur bon vouloir. Et un deuxième pas qui a été franchi en 2021, après la loi de 2019, avec maintenant l'obligation de financer. Et la question qui se pose, c'est de savoir à quel niveau, à quel montant, selon quelle proportion. Je rappelle que dans le secteur privé, on est déjà beaucoup plus loin, puisque déjà depuis une dizaine d'années, les employeurs participent à hauteur de 50% des cotisations, au minimum, 50% au minimum. Et donc, par conséquent, il y avait évidemment un enjeu très important pour nos agents à ce que nous puissions progresser sur cette question. On s'approche de la conclusion, on poursuit nos échanges à ce grand colloque sur la protection sociale complémentaire organisé par la MFP. Merci d'être avec nous, Éric Chenu. Très heureux de vous accueillir. Bonsoir. Président de la Fédération nationale de la Mutualité française. Serge Brichet, Anne Marion, vous êtes toujours avec moi et vous êtes toujours aussi nombreux, près de 1000 personnes inscrites. Peut-être vous nous suivez aussi en replay. Je précise que la députée Astrid Panosyan-Bouvet devait échanger avec vous. Elle a une contrainte d'agenda. On lui donnera la parole la semaine prochaine dans le cadre de nos échanges. Éric Chenu, du Big Bang au succès, point d'interrogation, c'est le titre de ce colloque. Quels sont les enjeux? Qu'en pensez-vous? Vous avez suivi tous nos échanges. Oui, mais merci à Serge et à la MFP de cette invitation. Je crois que beaucoup a été dit cet après-midi avec les différentes interventions, que ce soit sur la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. On voit que ça va être un bouleversement absolument majeur dans notre relation adhérent, dans la manière d'appréhender nos métiers en santé, en prévoyance, voire en dépendance pour certains. Et donc, il va falloir réinterroger tout cela. Les mutuelles s'y préparent, échangent avec les employeurs publics. Et il ne faut pas qu'on se raconte trop d'histoires. On va apprendre en marchant un peu sur ces sujets-là. Ce qu'il faut regarder, c'est quand même que pour les agents, grâce au dialogue social, à la mobilisation des organisations syndicales, il y a un plus extrêmement intéressant par la participation employeur. 444 € par an et par agent, si on regarde sur l'État, entre les 30 € de participation à terme sur la santé, les 7 € par mois pour la prévoyance, c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement utile, d'intéressant. Après, ces améliorations qui vont être un plus par rapport au coût de la protection sociale, il faut bien évidemment veiller à ce que ça n'aboutisse pas à une minoration du niveau de couverture en santé, en prévoyance et en dépendance. Et ça va être l'élément clé demain dans les mises en œuvre, notamment parce qu'il y avait des habitudes dans bon nombre de champs ministériels, etc. C'était des couvertures couplées en santé et en prévoyance. Et donc, en fonction des choix qui seront faits de mise en œuvre, eh bien, là, il y a potentiellement des risques. Nos mutuelles, depuis 1945, elles n'ont eu de cesse de s'adapter à la réalité des besoins, aux attentes aussi des employeurs dans la construction de partenariats. Ça a été très bien rappelé, que ce soit par Benoît, par Didier ou par Mathias tout à l'heure. Ouais. Et donc, elles vont continuer de s'adapter comme elles l'ont toujours fait, ces mutuelles, pour faire en sorte que l'intérêt des agents coïncide avec l'intérêt de leur mutuelle
qui est là pour eux, par eux, avec eux, pour faire en sorte que cette convergence d'intérêts, elle crée de la valeur demain dans la couverture des agents des 3 fonctions publiques. Vous l'avez dit, un bouleversement majeur, un Big Bang, un changement de paradigme qui porte des enjeux d'accompagnement collectif, d'accompagnement individuel. Quelle est votre analyse collectif individuelle ? Fonction des fonctions publiques, déjà, ce ne sera pas forcément tout à fait les mêmes sujets, les mêmes appréhensions. Ça a été très bien rappelé et par Didier B et par Benoît Fralin tout à l'heure, parce que les réalités ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui importe, c'est qu'au-delà de la réponse individuelle ou facultative ou collective ou obligatoire, ça va être la nature et le niveau des couvertures. Ouais. Mais ça sera au-delà de ça, je crois que, de mémoire, je crois que c'est Mathias qui en parlait, c'est que les mutuelles, elles n'ont pas vocation à n'être que... dans l'exécution du contrat, pour répondre à un appel d'offres. Évidemment, il faut répondre à l'appel d'offres et à toutes ces conditions. Mais les mutuelles, c'est toute notre plus-value, ce qu'on appelle notre empreinte mutualiste. On apporte un plus par la prévention, par les services, par la connaissance fine que nous avons des populations protégées qui nous font confiance depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, ces dimensions, par la prévention, par l'action sociale, par l'accompagnement social humain, par l'entraide qui est organisée par les mutuelles, c'est quelque chose qu'il va falloir faire perdurer, qu'il faudra mettre en avant pour faire en sorte que la fidélisation individuelle qu'on a su organiser, entretenir, eh bien demain, même si c'est dans le cadre d'un contrat collectif, cette relation adhérent, elle existe encore. Elle sera forcément différente, d'autres natures, mais on a la capacité, et je crois, quand j'échange avec les dirigeants et les dirigeantes mutualistes, je crois qu'ils en ont la volonté, c'est de faire en sorte que la place de l'adhérent, elle soit toujours pleine et entière, parce que c'est ce qui fait aussi notre ADN mutualiste. On l'a vu, on y contribue cet après-midi, un vrai travail, un vrai enjeu de pédagogie, d'explication, en particulier sur le champ de l'hospitalière. Les RH, notamment, sont aussi en demande d'informations, de pédagogie, de clés de compréhension aussi. Je crois que le devoir de pédagogie, il va être à la fois vis-à-vis des employeurs, oui. Et je rejoins Anne-Marion, Benoît et d'autres qui se sont exprimés sur le sujet. Je crois que l'enjeu premier, c'est plutôt effectivement avec les ressources humaines qu'avec les directeurs des affaires financières et les acheteurs, même s'ils auront évidemment un rôle. Mais c'est vraiment sur cette dimension-là. Mais on aura aussi un devoir de pédagogie vers les adhérents. Parce que là, par exemple, où il y avait des couvertures santé-prévoyance, le risque que les gens regardent, le risque qu'ils appréhendent le mieux, c'est quand même le risque santé. Le risque prévoyance, il est souvent mal appréhendé, minimisé, oui. Méconnu. Oui. Et donc, l'enjeu demain, surtout là où il y aura de la prévoyance facultative, ça va être de convaincre de l'intérêt, de l'utilité indispensable. Moi, j'aime bien la définition qu'a utilisée tout à l'heure Anne-Marion, une cotisation acceptable pour un risque inassumable et inacceptable. C'est vraiment ça, la prévoyance. C'est l'aléa au plus fort de ce qu'il est. Personne aujourd'hui dans notre pays n'est contraint à la misère pour un risque santé, parce qu'il y a la sécurité sociale, parce qu'il y a des dispositifs, etc., qui permettent un accompagnement, une prise en charge. En revanche, sur le risque incapacité, invalidité, ou décès, des familles peuvent se retrouver réellement en très grande difficulté. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'une partie de nos concitoyens ne l'appréhendent pas. Certains groupes mutualistes, le groupe Vive, a mis en place un observatoire de l'imprévoyance et a fait une étude assez intéressante sur ce sujet qui montre le niveau faible d'appréhension de ce risque-là. Donc on aura un devoir de pédagogie vers les employeurs dans l'accompagnement de la mise en œuvre de cette réforme pour qu'elle soit utile, qu'elle crée de la valeur au maximum pour l'ensemble des agents des 3 fonctions publiques. Et c'est fondamental pour l'attractivité des métiers, des services publics, mais il faudra aussi qu'on ait ce souci-là, et les mutuelles l'ont depuis longtemps, mais elles le font plus particulièrement en ce moment, un devoir de pédagogie vers les assurés sociaux, vers les adhérents.
de pédagogie aussi auquel on répond. Dernière question, Eric Chenul, sur les enjeux, les autres enjeux à venir, les autres enjeux à aborder. On en a parlé en creux, et pas qu'en creux d'ailleurs, dans les échanges. Parmi les autres enjeux, il y a cette question de l'attractivité, qui est l'un des défis importants que rencontre notre fonction publique. Ça fait partie aussi des problématiques importantes. Oui, avant de répondre à votre question là-dessus, il y aura aussi un enjeu qui est fondamental. Je sais que beaucoup de mutuelles y sont attentives. Ça sera de veiller à ce que dans les appels d'offres publics, il n'y ait pas de la captation de la valeur distrait de l'intérêt de l'adhérent par les courtiers, par des intermédiaires qui... je suis désolé, mais n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que l'illusion d'une tarification préférable. Et ça, c'est un coût qui se répercute pour l'adhérent. Et ça, c'est pas normal. Et donc là-dessus, il faudra être extrêmement vigilant, extrêmement attentif, les partenaires sociaux, employeurs comme organisations syndicales, pour que ce dispositif, il bénéficie bien pour celles et ceux pour qui il est fait, pour les protéger au maximum, et qu'il n'y ait pas trop de captation de valeur par des intermédiaires. Par rapport à votre question, évidemment, l'enjeu d'attractivité des métiers est important. On le voit actuellement, un certain nombre de places au concours ne trouvent pas preneur. Il y a des postes vacants dans nombre de services publics, de l'État, des collectivités territoriales, de l'hospitalisation. Donc l'enjeu de la protection sociale aujourd'hui, c'est quelque chose qui est regardé quand on vient. Il y a bien évidemment les conditions de travail, la qualité de vie au travail, mais cet enjeu-là de la protection, ça devient quelque chose d'attendu, ce qui semble tout à fait d'ailleurs normal, parce que c'est un élément qui va permettre ce complet bien-être physique, psychique, social, environnemental, qui est attendu par toutes et tous. Oui. Et on peut y contribuer. Les mutuelles ont ce savoir-faire, cette connaissance des agents des services publics, puisque leurs gouvernances en sont issues. Elles sont capables de tricoter du sur-mesure, de faire de l'accompagnement social et humain au plus fin et en fonction de la réalité des besoins. Je pense que ce plus mutualiste, c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser, que l'on peut valoriser dans cette relation avec les employeurs publics, dans l'intérêt des agents. Et je pense qu'on peut être un partenaire utile de moyen et de long terme pour conforter l'attractivité des métiers de celles et ceux qui prennent soin et qui accompagnent l'ensemble de la population. Message important. Toute dernière question, et c'était le titre de notre séquence qu'on a définie avec la MFP, une réforme de la PSC qui peut inspirer le privé en matière notamment de prise en charge des risques prévoyants. C'est inspirant pour le privé ? Je crois que ça peut être plus qu'inspirant. Si on arrive demain sur les 3 fonctions publiques à ce que le risque prévoyance s'améliore, la totalité des agents soit couvert en risque prévoyance, ça sera un plus formidable pour eux, tout d'abord, mais je pense aussi un plus formidable pour les organisations syndicales pour revendiquer la généralisation de la prévoyance dans le secteur privé. Et au-delà, pour moi, l'enjeu de la prévoyance est tellement important qu'il faudrait que cette généralisation, elle couvre tous les secteurs d'activité. Les 3 fonctions publiques, le secteur privé salarié, mais aussi les travailleurs non salariés, mais aussi les agriculteurs. Quand on voit aujourd'hui le niveau faible de couverture chez les TNS ou chez les agriculteurs, je pense qu'il y a là aussi des enjeux considérables. Il y a des inégalités dans le secteur privé salarié pour les non-cadres en fonction des branches. Il y a des branches qui sont très bien couvertes, il y en a qui ne le sont pas, malheureusement, ou pas suffisamment, ou pas à bonne hauteur. Donc là, il y a un enjeu systémique. Mais à un moment donné, c'est quelque chose sur lequel on doit avancer. Et demain, si on veut couvrir des risques tout au long de la vie, j'ai l'habitude de dire du berceau au tombeau, c'est évidemment en santé, mais c'est aussi sur la prévoyance. Et là, cette prévoyance, elle évolue avec l'âge.
voilà, incapacité, invalidité d'essai pour les actifs. Et puis, quand on est retraité, le sujet du risque de la dépendance, dont on sait très bien qu'il nous faut apporter une réponse. Eh bien, on a peut-être là, par la généralisation de la prévoyance, les mécanismes, les supports pour imaginer des solutions en matière de dépendance et faire en sorte que, et c'est quand même un beau projet de société, je trouve, profondément mutualiste, où tout le monde protège tout le monde. Merci, c'était une belle conclusion, des défis multiples, mais des réponses possibles. Merci beaucoup, Éric Chenu, vous êtes président de la Mutualité française, Fédération nationale de la Mutualité française. Merci d'avoir été notre grand témoin pour conclure nos travaux. Serge Brichet, en conclusion, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de réponses possibles, beaucoup de points de vigilance pour que ça marche, que le Big Bang se transforme en succès, mais c'est possible. C'est possible, et on l'espère en tout cas pour prolonger les propos d'Éric. D'abord, je voudrais me permettre de remercier tous les intervenants présents et à distance, remercier tous les participants, très nombreux, vous avez parlé de plus de 1000 personnes connectées, puis remercier les équipes d'acteurs publics, sans qui tout ça ne serait pas aussi simple et aussi fluide. L'AMFP demeurera à côté de la FNMF et avec la FNMF particulièrement vigilante sur la mise en œuvre de cette réforme et de ces 3 réformes. C'est un petit peu la conclusion qu'on peut avoir ce soir, parce que pour nous, cette réforme, elle résonne avec attractivité, Éric vient de le dire, mais elle résonne aussi avec comment on prend en compte les fragilités des agents publics par rapport à leur protection sociale et par rapport à leur santé. Ça me paraît être un fil conducteur intéressant. On a bien vu aussi qu'il y avait encore quelques angles morts, qu'on aurait pu débattre encore de nombreuses minutes, pour ne pas dire d'heures, autour de sujets tels que l'accompagnement social, la prévention, maltraité quand même en termes de financement dans cette réforme. La situation des retraités, on l'a évoqué, mais on y reviendra sûrement avec d'autres webinaires. Moi, je me permettrai Sylvain, si vous m'y autorisez, la parole était libre sur le fil de discussion, je l'ai observé discrètement, et donc ma parole sera libre pour terminer, parce que je voudrais réagir à un propos qui a été tenu par un participant ou une participante, je ne m'en souviens plus, qui disait, mais en gros, tout ce qu'on entend cet après-midi, c'est aussi pour protéger encore les mutuelles qui défendent leurs précarés. Moi, je veux réagir à ça parce que d'autres l'ont dit avant moi, Éric l'a dit, Mathias l'a dit, même Anne à côté de ça le dit parfois par ses interventions. Les mutuelles sont là depuis longtemps, elles ont été créées pour et par les agents publics. Elles portent des risques, des couvertures de risques sur l'ensemble des risques santé-prévoyance, avec des vrais mécanismes de mutualisation, sur des schémas d'ailleurs, c'était assez exceptionnel que depuis des décennies, elles aient pu résister à la concurrence qu'elles ont toujours affrontée. On ne découvre pas la concurrence, surtout quand on était dans un régime facultatif. Et moi, peut-être que je voudrais dire aussi, dans le prolongement d'Éric, qu'elles se sont aussi toujours adaptées. Elles s'adapteront encore à ces nouvelles évolutions, mais que pour les mutuelles de la fonction publique, que je peux représenter, pour lesquelles je peux peut-être pousser ce petit coup de... Voilà. Eh bien, on peut dire que adaptation, c'est pas renonciation aux valeurs. Et en tout cas, ça sera un fil conducteur aussi dans tous les échanges que l'on aura avec les acteurs sur ce dossier. Merci beaucoup, Serge Brichet, président de la MFP, Mutualité Fonction Publique. Merci pour cette collaboration efficace. Merci à vos équipes très, très engagées, Angeline Segui, Laurence Tribillac notamment. Merci aux équipes d'acteurs publics TV pilotées par Myriam Otmani. Merci de nous avoir suivis. Si vous prenez en cours, vous avez tous les replays disponibles sur nos différents supports acteurs publics et la MFP. Je vous dis à très vite.